Wade Mercer entendit d'abord les chiens, puis il entendit le bébé. Puis il la vit. Une jeune femme qui franchissait son portail en titubant au cœur d'une nuit d'été. Une main serrait un nourrisson contre sa poitrine. L'autre était pressée sur une entaille à son bras, qui avait complètement traversé sa manche. Sa robe était déchirée à l'épaule, ses pieds étaient nus et en sang, et derrière elle, loin dans les collines sombres, une lanterne solitaire se déplaçait. Lente, patiente, délibérée. Comme quelque chose qui n'avait pas besoin de se presser, car elle savait déjà exactement où la jeune femme se dirigeait. Si cette histoire vous touche déjà, abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Et indiquez votre ville dans les commentaires ci-dessous. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyagera. Maintenant, retournons à cette nuit d'été, à ce portail brisé, et à cet homme qui pensait que son cœur était depuis longtemps réduit en poussière. L'été de 1882 s'abattit sur Cutter's Bluff comme une punition. Le ruisseau qui coulait derrière le ranch de Wade Mercer avait baissé de près d'un mètre depuis avril. L'herbe le long du pâturage sud était passée du vert au jaune, puis à une couleur qui n'avait pas de nom. Sa roue à aube gémissait à chaque rotation, comme un vieil homme se plaignant de ses genoux, et la chaleur pesait sur tout. Elle pesait sur le toit, sur les poteaux de clôture, sur le dos des chevaux. Elle pesait à l'intérieur de la maison. Elle suivait Wade de pièce en pièce, comme pour lui rappeler qu'il était seul au milieu de tout ça. Il était seul depuis 2 ans. Clara était morte au printemps de 1880. La fièvre. 3 jours avaient suffi pour passer de la pleine santé à la mort. Wade l'avait enterrée sous le peuplier, à la lisiéresse de la propriété. Et après cela, il avait continué à vivre machinalement, comme une horloge continue de donner l'heure. Mécaniquement, sans rien ressentir, parce que c'était sa seule fonction restante. Il avait 37 ans. Il avait un ranch en activité. Il avait 2 chevaux, une mule, 12 têtes de bétail et une chienne nommée Pepper, qui dormait au pied de son lit et ronflait assez fort pour combler le silence. Il n'avait que faire de la compagnie, aucun appétit pour la conversation et aucune patience pour les veuves bien intentionnées de la ville qui envoyaient occasionnellement des gratins par l'intermédiaire de leur fille. C'est ce qu'il se disait le soir du 9 juillet, alors qu'il était assis sur son porche dans la dernière lueur du crépuscule. À moitié éveillé, il écoutait les cigales, le grincement de la roue à aube et le son lointain d'absolument rien. Puis Pepper bondit du porche comme une flèche. La chienne se jeta dans la cour en aboyant. Ce n'était pas l'aboiement grave et paresseux qu'elle réservait aux coyotes sur la crête, mais le son aigu et urgent qui signifiait que quelque chose n'allait pas, et que c'était proche. Wade fut sur ses pieds avant d'être complètement réveillé, une main cherchant déjà le fusil qu'il gardait derrière la porte. Il se tint à la balustrade du porche et scruta l'obscurité. D'abord, il ne vit rien. Puis, il la vit. Elle passa le portail de côté, une épaule en avant, comme si elle essayait de se faire plus petite qu'elle ne l'était. Elle était jeune, la fin de l'adolescence ou le début de la vingtaine. Il était impossible de dire quelle était la couleur d'origine de sa robe. Elle était sale et sombre de sueur, et de quelque chose d'autre le long de son bras gauche. Elle portait quelque chose contre sa poitrine. Il fallut une demi-seconde à Wade pour comprendre que c'était un bébé, et une autre demi-seconde pour comprendre que le bébé pleurait, ou avait pleuré, et ne produisait plus qu'un faible râle, pire encore que des pleurs. Elle le vit et s'arrêta. Il la vit tressaillir. Il posa délibérément le fusil contre le poteau, là où elle pouvait le voir, et il descendit du porche, les mains ouvertes et basses le long de ses flancs. Doucement, dit-il. Elle ne s'avança pas vers lui et ne recula pas. Elle se tenait à son portail dans le noir, le bébé pressé contre sa poitrine, ses pieds nus sur son chemin de gravier et ses yeux passant de lui à chaque ombre dans la cour. Le genre de regard de quelqu'un qui écoute encore quelque chose derrière soi. « Vous êtes blessé ?» dit-il. « J'ai besoin d'eau, dit-elle. S'il vous plaît, pour le bébé d'abord. » Sa voix était stable. Cela le surprit. Une femme qui semblait avoir traversé ce qu'elle avait traversé et qui gardait encore sa voix stable. Il nota cela, comme un homme note quelque chose qui ne correspond pas à l'image qu'il regarde. « Montez, dit-il. » Elle ne bougea pas. « Je ne vous toucherai pas, dit-il. » Et il le dit de la même manière qu'il le disait aux chevaux effrayés. Ni doucement, ni fort,
juste d'un ton neutre, et même ainsi elle pouvait décider par elle-même si c'était vrai. Elle monta lentement les marches, le regardant tout le long. Quand elle atteignit le sommet, elle s'arrêta de nouveau, le dos contre le poteau, gardant le bébé entre elle et le mur. Pepper s'approcha et renifla l'ourlet de sa robe, et elle devint complètement immobile. Non pas effrayée par le chien, mais tendue, comme on se tend quand on a appris que l'immobilité est plus sûre que la réaction. « Asseyez-vous, dit Wade. Je vais chercher de l'eau. » Il entra et revint avec la gourde et une tasse en fer-blanc. Il remplit la tasse et la tendit. Elle la prit sans toucher sa main, l'inclina avec précaution pour que le bébé puisse avoir quelques gouttes sur les lèvres. Le bébé, un garçon que Wade pouvait voir maintenant, âgé de peut-être 5 ou 6 mois, tourna la tête vers l'humidité et émit d'un petit son faible. « Il a de la fièvre, dit-elle. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. « Depuis combien de temps? »« 2 jours, déglutit-elle. Il doit se refroidir. Si je pouvais juste... Si vous avez un chiffon humide, n'importe quoi de frais. » Wade retourna à l'intérieur. Il revint avec un chiffon qu'il avait trempé dans l'eau la plus froide qu'il avait, celle du tonneau. Il le lui tendit. Elle le prit et le pressa sur le front et le cou du bébé. Et juste un instant, quelque chose traversa son visage. Pas exactement du soulagement, mais ce qui vient avant le soulagement. Le relâchement qui se produit quand on s'est tenu si rigide pendant si longtemps que même la plus petite miséricorde est un choc. « Comment s'appelle-t-il? » dit Wade. « Noah. Et vous? » Elle le regarda. Ses yeux étaient bruns, cernés, vifs. Malgré l'épuisement derrière eux, elle était en train de le jauger. Il pouvait la voir faire, mesurant ce qu'il fallait donner, ce qu'il fallait retenir. « Sadie, dit-elle finalement. « Sadie, répéta-t-il. « Très bien, je suis Wade Mercer, c'est de mon ranch. » Il marqua une pause. « D'où venez-vous? » Elle déplaça le bébé. « Est-ce que ça a de l'importance en ce moment? » « J'imagine que non, dit-il, mais ces chiens n'aboient pas pour rien. Et cette lumière sur la crête derrière vous, ce n'est pas un fermier qui vérifie sa clôture à cette heure. » Il la regarda redevenir immobile. Une immobilité différente cette fois. « Vous l'avez vu, dit-elle. Difficile de la manquer. » Elle regarda au-delà de la cour, vers la crête sombre, et quelque chose sur son visage se pétrifia. Pas de la peur, il s'attendait à de la peur. C'était quelque chose de plus ancien et de plus dur que la peur. C'était l'expression d'une femme qui avait déjà affronté le pire et qui calculait maintenant les distances. « Si je vous disais que quelqu'un me suit, dit-elle prudemment, est-ce que vous me renverriez? » « Je n'ai encore rien décidé, dit Wade, mais je ne peux pas prendre une décision juste sans savoir sur quoi je décide. » Elle se tourna de nouveau vers lui. Noah remua contre sa poitrine et elle pressa automatiquement ses lèvres sur le haut de sa tête, un geste si habituel, si automatique, qu'il se produisait clairement 50 fois par jour, qu'elle y pense ou non. « Mon mari, dit-elle, il n'est pas, nous le pensions mort au passage de la rivière. Il y a eu une bagarre, il est tombé dans l'eau et nous pensions. » Elle s'arrêta. « Il n'est pas mort. Depuis combien de temps fuyez-vous? » « 4 jours. » Elle le dit comme un chiffre. 4 jours de chaleur estivale pieds nus, à dormir dans les buissons, à nourrir un nourrisson fiévreux avec l'eau qu'elle pouvait trouver. 4 jours. Wade regarda ses pieds et détourna le regard. « La pancarte au portail, dit-elle. On demande de l'aide. Je l'ai vue il y a environ 3 kilomètres. Je me suis dit... » Elle s'arrêta de nouveau, la mâchoire serrée. « Je me suis dit que vous auriez peut-être besoin d'une cuisinière ou d'une gouvernante ou quelque chose que je pourrais faire, et que ça pourrait valoir un plancher pour dormir jusqu'à ce que Noah aille mieux. » Wade ne dit rien. Elle le regarda droit dans les yeux et dit « Je travaillerai pour ça. Je ne demande pas la charité. Je demande un plancher et un travail. » Il la regarda longuement. Il regarda Noah, dont la petite poitrine se soulevait et s'abaissait trop vite. Il regarda la crête où avait été la lanterne. Il ne la voyait plus maintenant. « La pancarte est là depuis le printemps, dit-il. Je n'ai jamais engagé personne. »« Pourquoi? »« Je ne voulais personne dans les parages, dit-il. » Elle hocha lentement de la tête, comme si c'était une réponse à laquelle elle s'attendait. Elle déplaça son poids, se préparant à partir. Il la regarda faire et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas un sentiment, se dit-il, juste la simple reconnaissance mécanique qu'un bébé avec de la fièvre,
par une chaleur de juillet à minuit, était un bébé qui pourrait facilement ne pas voir le matin. « Quel âge avez-vous » dit-il. Elle le regarda. « 22 ans. Vous savez cuisiner » ? « Oui. »« Vous savez travailler dur » ? « Oui. »« Vous comprenez que c'est un ranch en activité et qu'il n'y a rien de facile ici. »« Je n'ai jamais rien eu de facile dans ma vie, » dit-elle d'un ton plat. Il ramassa le fusil là où il l'avait appuyé contre le poteau, et elle se raidit, chaque muscle instantanément. Et il dit immédiatement, doucement, « Je vais faire le tour du périmètre. Pas vers vous, loin de vous. Ça vous va? » Elle expira. « Oui, désolé. »« Ne vous excusez pas, » dit-il, et il longea la clôture dans le noir. Il fit tout le tour, vérifia la grange, vérifia le portail, verrouillé. Il se tint au bord de sa propriété et regarda vers la crête pendant 2 bonnes minutes. La lumière de la lanterne ne réapparut pas. Quoi que ce soit ou qui que ce soit là-bas avait cessé de bouger. Ce n'était pas nécessairement mieux. Quand il revint, elle s'était assise sur les marches du porche. Elle tenait toujours Noah, pressant toujours le chiffon frais contre lui, observant toujours chaque ombre. Mais elle s'était assise, ce qui signifiait quelque chose. Cela signifiait qu'elle avait décidé de lui accorder au moins cette confiance. Il s'assit dans le fauteuil du porche, au-dessus et à côté d'elle, là où elle pouvait le voir sans avoir à tourner la tête. « Il y a une chambre près de la cuisine, » dit-il. « Petite, il y a un lit de camp. Je peux apporter un tiroir de la commode pour que le bébé dorme dedans, le garnir d'une couverture, le garder près du sol où il fait plus frais. » Elle était très immobile. « Vous pouvez la voir le temps que le garçon aille mieux, » dit Wade. « Après ça, nous parlerons du travail, du salaire et de ce que j'attends. Est-ce que ça vous convient? » Elle se tourna et le regarda, et il y avait quelque chose sur son visage qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Ce n'était pas exactement de la gratitude. C'était plus proche de la lassitude rencontrant le soulagement, sans savoir encore auquel des deux faire confiance. « Pourquoi » dit-elle. « Pourquoi? Pourquoi faites-vous ça? Vous ne me connaissez pas. » Il y réfléchit un instant. Il pensa à Clara. Il pensa à ce que Clara aurait dit si elle avait été à côté de lui en ce moment, regardant cette jeune femme avec ses pieds nus et ensanglantés, son bébé malade et sa colonne vertébrale droite comme un piquet de clôture. Malgré tout. « Ma femme disait qu'une personne qui se présente à votre portail pour demander du travail n'est pas la même chose qu'une personne qui demande l'aumône, dit-il. Elle disait qu'il y a une différence entre les deux et que la plupart des gens ne l'apprennent jamais. » Sadie le regarda. Elle baissa les yeux sur Noah. Elle hocha la tête une fois, très lentement. « Je serai debout avant l'aube, dit-elle. Je l'apprendrai. »« Je sais que vous l'apprendrez, dit-il. » Il ne savait pas vraiment pourquoi il disait ça. Il savait juste que c'était vrai. Il apporta le tiroir. Il trouva la couverture supplémentaire. Il posa une bassine d'eau fraîche sur le sol à côté du lit de camp et laissa un chiffon propre plié sur le bord. Il ne tourna pas autour, il ne s'attarda pas. Il lui montra où se trouvait le loquet à l'intérieur de la porte et s'assura qu'elle le voyait faire la démonstration avant de reculer dans le couloir. « Elle se verrouille, dit-elle. »« Oui, dit-il. » Elle posa la main sur le loquet intérieur et le regarda un instant, comme si elle avait oublié ce que c'était que d'avoir une porte qui se verrouillait dans sa faveur. « Merci, Monsieur Mercer, dit-elle. »« Wade, dit-il, dormez un peu. » Il alla dans sa propre chambre à l'autre bout de la maison. Pepper le suivit et s'installa au pied du lit. Wade s'allongea sur les couvertures, ses bottes aux pieds et les yeux ouverts, le fusil sur le sol à côté de lui. Et il écouta la nuit. 1 heure passa. 2. Il entendit Noah pleurer une fois, doucement, puis se calmer à nouveau. Il entendit la voix de Sadie, trop basse pour distinguer les mots, mais son rythme était régulier et patient. Vers 2 heures du matin, il entendit des bruits de sabots sur la route lointaine. Lent, il ne passait pas, il tournait en rond. Il se leva sans faire de bruit, se tint à sa fenêtre dans le noir et regarda la route jusqu'à ce que le son cesse. Puis le silence. Il resta là encore 20 minutes avant de retourner au lit. Il ne dormit pas. Il resta immobile et pensa à une lanterne sur une crête, à une femme avec des bleus au poignet, à un bébé avec de la fièvre, et à un mari qui était censé être mort et ne l'était pas. Il pensa que les ennuis étaient entrés sur sa propriété ce soir. Il pensa qu'il les avait laissés entrer. Et puis, sous ces deux pensées, quelque chose de calme et d'inhabituel s'agita.
quelque chose pour lequel il n'avait pas encore de nom, quelque chose qui avait été scellé pendant 2 ans sous le deuil, le silence et une maison vide. Il ne l'examina pas. Il ne se permit pas de le regarder directement, mais c'était là. Dans la petite chambre près de la cuisine, Sadie Bell était allongée sur le lit de camp étroit, Noah pressé contre son flanc, respirant l'air légèrement plus frais près du sol, et elle écoutait le silence à l'extérieur de la porte verrouillée. Pas de bottes, pas de voix, pas de bruit de selle, juste la roue à aube, les cigales, le mouvement occasionnel d'un cheval dans la grange. Elle pressa son visage dans les cheveux de Noah et respira son odeur. « Tout va bien, murmura-t-elle. Juste pour ce soir, bébé, tout va bien. » Elle n'y croyait pas encore. Elle avait cessé d'y croire trop de fois auparavant. Mais la porte était verrouillée. L'homme de l'autre côté de la maison avait posé un fusil sur le sol, gardé les mains ouvertes et ses distances, et lui avait apporté un chiffon humide pour son fils sans rien demander en retour. Ce n'était pas rien. Elle ne dormit pas pendant longtemps, mais elle resta. Et rester, avait-elle appris, était parfois la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire. Dehors, la nuit d'été pesait sur tout. L'herbe sèche, la terre craquelée, les poteaux de clôture et le toit de la maison. Et quelque part au-delà de la crête, dans le noir, quelque chose observait encore. Mais à l'intérieur de la maison de Wade Mercer, pour la première fois en 4 jours, une jeune mère laissa enfin tomber ses épaules. Sadie fut debout avant le coq. Wade l'entendit bouger dans la cuisine avant que le ciel ne passe du noir au gris. Le doux bruit de la marmite en fonte se posant sur le poêle, le flot silencieux de l'eau de la pompe. Le genre particulier de silence prudent qui appartient à une personne qui a passé des années à apprendre à ne pas faire de bruit. Il resta immobile un instant et écouta. Et cette écoute lui parut étrange. Il n'avait pas entendu une autre personne bouger dans sa maison depuis 2 ans. Il se leva, enfila ses bottes, se dirigea vers l'embrasure de la cuisine et s'arrêta. Elle avait trouvé le café, trouvé la farine, trouvé la poêle qu'il gardait sur le 2e crochet, parce que c'est là que Clara l'avait toujours gardé et il ne l'avait jamais déplacé. Elle avait Noah dans une écharpe en tissu nouée sur sa poitrine. Le garçon était encore pâle, mais ne faisait plus ce faible râle. Et elle remuait quelque chose sur le poil d'une main, gardant l'autre à plat sur le dos de Noah, comme si elle comptait les battements de son cœur. Elle entendit les bottes de Wade et se tourna, sans sursauter cette fois. C'était nouveau. Hier, elle avait tressailli à chaque bruit. Ce matin, elle s'était juste tournée, avait vérifié que c'était lui et s'était retournée. « Le café est presque prêt, dit-elle. J'ai trouvé du lard salé dans la glacière. J'espère que ça va. » C'est très bien, dit-il. Noah est plus frais ce matin. La fièvre est tombée vers 4 heures. Bien. Il s'assit à table et la regarda travailler. Elle se déplaçait efficacement. Pas de mouvement gaspillé. La façon dont les gens bougent quand ils ont cuisiné dans des conditions difficiles pendant longtemps. Pas assez d'espace, pas assez d'ingrédients, toujours quelque chose qui manque, toujours à se débrouiller. Elle posa une assiette devant lui sans lui demander ce qu'il voulait. Des biscuits, du lard salé et 2 œufs, du café noir. Il prit sa fourchette. « Vous avez mangé? Je mangerai quand vous aurez fini. Asseyez-vous et mangez, dit-il. Il y en a assez. » Elle hésita. Puis elle s'assit en face de lui et mangea, debout d'abord, juste par habitude, supposa-t-il, avant qu'elle ne semble remarquer ce qu'elle faisait, et ne tire réellement la chaise pour s'asseoir. Noah émit un petit son de contentement contre sa poitrine, et elle leva automatiquement la main pour resserrer le bord de l'écharpe. Ils mangèrent en silence. Ce n'était pas un silence inconfortable. C'était le silence de 2 personnes qui avaient toutes 2 appris séparément que les mots coûtent quelque chose et doivent être dépensés avec soin. « Qu'est-ce qu'il faut faire en premier ?» dit-elle quand elle eut fini. « Les poules, puis la vaisselle. Ensuite, je vous montrerai où tout se trouve. Je peux me débrouiller. »« J'imagine que oui, dit-il, mais certaines choses sont particulières à cet endroit. » Elle hocha la tête, se leva et commença à débarrasser les assiettes. Il la regarda se diriger vers la fenêtre au-dessus du lavabo et regarder dehors juste une seconde, vérifiant la route, vérifiant la crête. Puis elle retourna à la vaisselle. Il ne dit rien à ce sujet, mais il le nota. De la même manière qu'on remarque un bruit dans le mur. Pas encore alarmant, mais à surveiller. Au cours des 3 jours suivants, une routine prit forme entre eux.
La façon dont les routines se forment quand deux personnes sont pratiques et qu'aucune n'a l'énergie pour le drame. Elle cuisinait, elle nettoyait, elle gardait la cuisine organisée d'une manière qu'elle n'avait pas été depuis Clara. Elle trouva le potager derrière la maison, envahi par les mauvaises herbes, et commença à l'arracher en fin d'après-midi quand Noah dormait dans l'écharpe et que la chaleur avait baissé d'un cran. Elle ne demanda pas la permission. Elle commença juste à arracher les mauvaises herbes. Et quand Wade tourna le coin de la maison et la vit faire, il ne dit rien parce qu'il n'y avait rien à dire. Le travail était le travail. Il comprenait ce langage. Ce qu'il observait, et il observait, bien qu'il essayât de ne pas être évident, c'était la façon dont elle se déplaçait autour de lui. Elle ne lui tournait jamais le dos si elle pouvait l'éviter. Pas de manière hostile, juste un positionnement. Toujours en biais, toujours avec un œil disponible. Elle le suivait comme une proie suit un prédateur. Non pas par certitude qu'il était dangereux, mais par une incapacité longuement entraînée à supposer qu'il ne l'était pas. Quand il passait le bras devant elle pour prendre quelque chose dans la cuisine, elle devenait très immobile. Quand il élevait la voix contre le bétail depuis la cour, juste un cri de travail, rien de personnel, elle apparaissait à la fenêtre de la cuisine et vérifiait que le cri était bien pour le bétail avant de disparaître à nouveau. Il n'avait jamais porté une telle attention à ses propres mouvements auparavant. Il commença à la prévenir quand il tournait d'un coin de mur. Il se mit à poser les objets au lieu de les lui tendre directement. De petits ajustements, il ne les mentionna pas. Elle ne l'en remercia pas. Mais il vit ses épaules s'abaisser d'1 centimètre le jour où il frappa au cadre de la porte de la cuisine avant d'entrer. Et ce centimètre semblait être quelque chose. Le 4e matin, Martha Reed arriva dans sa charrette. Wade entendit la charrette avant de la voir et sortit de la grange en s'essuyant les mains sur un chiffon. Martha Reed avait 61 ans, était veuve depuis 15 de ces années et dirigeait sa propre petite exploitation près de la ville avec une fermeté qui avait survécu à 2 sécheresses, une inondation et un conflit de bétail qui était allé jusqu'au tribunal du comté et était revenu en sa faveur. Elle ne faisait pas de visite de courtoisie. Si elle venait sur votre propriété, elle avait une raison. Elle descendit de la charrette et regarda Wade avec son expression particulière, pas hostile mais approfondie. « J'ai entendu dire que vous aviez engagé quelqu'un, dit-elle. Où avez-vous entendu ça? Cutter's Bluff est une petite ville, Wade. Vous achetez de la farine et des grains de café supplémentaires et les gens en tirent des conclusions. » Elle regarda vers la maison. « Elle est là-dedans. »« Martha, je ne suis pas ici pour causer des ennuis. Je suis ici parce que si elle est celle que je pense, elle pourrait avoir plus besoin de parler à une femme que d'un autre homme qui décide des choses pour elle. » Il y réfléchit. Il s'écarta. Sadie était à table en train de raccommoder une chemise quand Martha entra. Elle se leva immédiatement, pas rapidement, mais de cette manière particulière qui signifiait qu'être debout était la position la plus sûre. Martha la regarda longuement. Elle regarda l'ecchymose qui s'était estompée en un jaune vert le long de la mâchoire de Sadie. Elle regarda Noah dans le lit tiroir sur le sol. Elle regarda les mains de Sadie, qui avaient cette rugosité cicatrisée qui vient d'années de dur labeur, pas seulement de quelques semaines. « Asseyez-vous, ma chérie, dit Martha. Je ne suis pas une menace. » Sadie s'assit lentement. Martha tira la chaise en face d'elle et s'assit sans y être invitée, ce qui était de sa manière. Elle croisa les mains sur la table. « Je m'appelle Martha Reed. Je connais Wade Mercer depuis qu'il a 23 ans et qu'il était stupide avec les chevaux. Il est moins stupide maintenant. » Elle marqua une pause. « Voulez-vous me dire comment vous avez atterri ici ou préférez-vous que je devine? » Sadie dit « Je préférerais ne pas en discuter. » « Très bien, dit simplement Martha. Alors je dirais juste ceci. J'ai vu des femmes traverser des épreuves difficiles auparavant. Certaines s'en sont sorties et d'autres non. Et la différence n'était pas leur force. C'était de savoir si elles avaient quelqu'un à leur côté qui ne cherchait rien en retour. Elle regarda Sadie fixement. « Je ne cherche rien. Je vous fais juste savoir que je suis là. » Sadie regarda ses mains. Quelque chose bougea dans sa gorge. Elle l'avala. « Merci, dit-elle doucement. » Martha hocha la tête une fois, puis elle plongea la main dans le sac qu'elle avait apporté, en sortit un pot de miel et le posa sur la table. « Pour les biscuits, dit-elle, Wade n'achète jamais de miel. Cet homme n'a aucune notion du plaisir. » Sadie faillit sourire. Ce n'était pas tout à fait un sourire complet, mais c'en était la forme.
Et Wade, qui se tenait dans l'embrasure de la porte sans essayer de paraître comme s'il se tenait dans l'embrasure de la porte, le vit et sentit quelque chose bouger dans la région de ses côtes. Il retourna à la grange. Martha resta 2 heures. En partant, elle s'arrêta à la grange où Wade travaillait, s'appuya sur le poteau de la clôture et dit sans préambule, « Elle fuit d'un homme, je sais, un mauvais, je le sais aussi. Elle pense qu'il est smart. » Martha le regarda. « Elle n'en est pas sûre. » « Non, dit Wade, elle ne l'est pas. » Martha resta silencieuse un moment. « Elle va s'épuiser à moitié à essayer de mériter chaque bouffée d'air qu'elle prend dans votre maison. C'est ainsi que les femmes comme elle sont faites, après qu'un homme en ait fini avec elle. Vous allez devoir la faire arrêter avant qu'elle ne se brise. » Elle ramassa ses rênes et n'osait surtout pas lui donner l'impression que c'est de la charité. Elle préférerait mourir de faim. « Je sais, dit Wade. » Martha le regarda un instant de plus que nécessaire, puis elle s'en alla sans un autre mot. Ce soir-là, Sadie était encore dans le jardin au crépuscule, arrachant des racines à la dernière lueur. Noah dormait dans l'écharpe, ses bras sombres de terre jusqu'au coude. Wade sortit et se tint derrière elle, à une distance où elle pouvait l'entendre. « Vous pouvez arrêter, dit-il. J'ai presque fini. Le jardin sera là demain. Les mauvaises herbes aussi. » Il s'accroupit à côté d'elle, pas trop près, à une bonne longueur de bras, et arracha lui-même une racine. Elle devint immobile, le regardant faire. « Vous n'avez pas à tout faire en un jour, dit-il. Je sais. Vraiment? » Elle se redressa sur ses talons. Elle le regarda, et il put voir qu'elle décidait à quel point être honnête. Il avait déjà appris ce que là d'elle. Elle avait des couches d'honnêteté, et elle les libérait une à la fois, testant comment chacune était reçue avant d'offrir la suivante. « J'ai l'habitude de devoir justifier chaque parcelle d'espace que j'occupe, » dit-elle. Il arracha une autre racine et la mit de côté. « Eh bien, dit-il, vous n'avez pas à le faire, pas ici. » Elle le regarda, puis elle baissa les yeux sur ses mains. « Il va me falloir un certain temps pour le croire, dit-elle. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, dit-il. Ils travaillèrent à la dernière lueur, côte à côte, sans parler. Et c'était le plus à l'aise que Wade se soit senti dans sa propre maison depuis très longtemps. Ce qui le perturba assez pour qu'il s'excuse tôt, aille se coucher et fixe le plafond pendant 1 heure. Les ennuis commencèrent un mardi. Wade était allé en ville pour de la quincaillerie et du fourrage, et il revint pour trouver Sadie debout à la fenêtre de la cuisine. Elle ne bougeait pas, ne cuisinait pas, ne travaillait pas. Elle était juste debout. « Que s'est-il passé? » dit-il. Elle se retourna. Son visage était contrôlé, soigneusement, délibérément contrôlé. Mais ses mains ne l'étaient pas. Elles étaient prêtées à plat sur le comptoir derrière elle, les jointures blanches. « Un homme est venu au portail, dit-elle. Wade posa le sac de fourrage. « Quel homme? » Il a dit qu'il était de passage. Il a demandé si le ranch avait une nouvelle employée. Il a dit qu'il demandait parce que son ami avait perdu la trace de sa femme et de son enfant et que la description correspondait. Elle marqua une pause. Il souriait tout le temps qu'il le disait. À quoi ressemblait-il? Mince, les yeux clairs, une cicatrice au coin de la bouche. Il avait un cheval neuf, mais de vieilles bottes. Elle récitait des détails comme quelqu'un qui les récite après avoir mémorisé des visages pendant des années, parce que la survie l'exigeait. Il a dit qu'il s'appelait Crowley. Wade sentit cette chose dans sa poitrine qu'un homme ressent quand il s'attend à moitié à une mauvaise nouvelle et qu'elle se présente enfin à la porte. Il garda un visage impassible. « Que lui avez-vous dit? » »« Je lui ai dit que j'étais la femme du propriétaire du ranch. » Il la regarda, elle soutint son regard. « Je sais que ce n'est pas... Je sais que c'est un mensonge, mais j'avais besoin qu'il pense. »« Vous avez bien fait, dit Wade. » Elle laissa échapper un souffle. « Il reviendra, dit Wade. Ce n'était pas une question. »« Oui, dit-elle. Il reviendra. » Il traversa jusqu'à la fenêtre et regarda la route. Vide, il se retourna vers elle et dit, « J'ai besoin que vous me disiez tout. Pas seulement ce que vous m'avez dit. Tout. Je ne peux pas vous protéger si je dois deviner. » Elle le regarda longuement, assez longtemps pour qu'il pense qu'elle allait dire non. Puis elle s'assit à table et commença à parler. Silas Bell était beau quand elle l'avait rencontré. Elle avait 17 ans. Son père était mort. Sa mère était malade et Silas avait un cheval, de l'argent et la conviction qu'il pouvait lui fournir ce dont elle avait besoin. Elle avait confondu la certitude avec la bonté.
C'était une erreur qu'elle mit longtemps à comprendre. Ça ne s'est pas fait d'un coup, dit-elle. Sa voix resta égale, ce que Wade comprit comme signifiant qu'elle s'était raconté cette histoire assez de fois pour en poncer les bords tranchants. Ça a commencé petit, juste des humeurs, puis des mots. Puis ce n'était plus seulement des mots. Elle regarda la table. Il a décidé que Noah n'était pas de lui. Je ne sais pas pourquoi, il l'a juste décidé. Et une fois qu'il l'a décidé, rien de ce que je disais ou faisais ne pouvait le changer. Et une nuit, il a pris Noah. Il avait 2 mois. Il l'a pris et l'a tenu au-dessus du... Elle s'arrêta. Elle serra les lèvres. J'ai attrapé le bras de Silas et il m'a frappé si fort que j'ai heurté le mur. Et quand je me suis relevé, je l'ai regardé, là debout, et j'ai compris que ça n'allait pas s'arrêter, que ça n'allait qu'empirer. Et j'ai pris Noah et j'ai couru. Le passage de la rivière, dit Wade. Il m'a poursuivi. Nous nous sommes battus sur la rive. Il est tombé dans l'eau, j'ai attendu. Il n'est pas remonté. Elle regarda Wade. J'ai attendu longtemps. Je croyais vraiment. C'était il y a combien de temps? 5 semaines. 5 semaines. Wade retourna ça dans sa tête. Il est remonté quelque part en aval, dit-il. Il a trouvé Crowley, l'a envoyé en avant pour vous suivre. C'est ce que je pense, dit-elle. Y a-t-il quelqu'un qui l'aiderait légalement? Quelqu'un qui dirait que vous avez pris l'enfant à tort? Sa mâchoire se serra. Il a un cousin, shérif adjoint dans un comté à 2 jours à l'est. Ils sont proches. Wade tira la chaise en face d'elle et s'assit. Il croisa les mains sur la table. Il dit, « Sadie, regardez-moi. » Elle le regarda. « Il ne prendra pas ce garçon, dit Wade. » Elle le fixa et juste un instant, juste un éclair, son visage se fissura et montra ce qu'il y avait sous le contrôle, le sang-froid, tous ses bords soigneusement poncés. C'était brut et c'était terrifié. Et c'était le visage de quelqu'un qui avait voulu entendre exactement ces mots depuis si longtemps que les entendre ressemblait presque à de la douleur. Puis elle se reprit, presque immédiatement. Mais il l'avait vu. « Vous ne connaissez pas Silas, dit-elle. »« Non, convint Wade, mais il ne me connaît pas non plus. » 3 jours après, une gourde disparut près du ruisseau. Wade trouva l'endroit dans les buissons où quelqu'un s'était assis un moment. L'herbe était aplatie, un mégot de cigarette écrasé dans la terre sèche. Quelqu'un avait observé la maison. Pas Crowley, probablement. Crowley était un pisteur. Il n'aurait pas laissé de cigarette. C'était quelqu'un de moins patient, quelqu'un qui voulait qu'elle sache qu'il était proche. Wade ne dit rien à Sadie ce soir-là, mais il déplaça son fusil à un endroit où elle pouvait l'atteindre depuis la cuisine. Il lui montra où il était, sans expliquer pourquoi il le lui montrait. Et elle comprit sans demander, et aucun d'eux ne dit un mot à ce sujet. Cette nuit-là, après que Noah se fut endormi et que la lampe fut basse, Sadie vint se tenir dans l'embrasure du salon où Wade lisait. « Wade, dit-elle, il leva les yeux. « J'ai besoin de savoir quelque chose, dit-elle, et j'ai besoin que vous me répondiez honnêtement. D'accord. Est-ce que notre présence ici, est-ce que ça vous met en danger? » En vrai danger. Il posa le livre. Il prit son temps pour répondre parce qu'elle méritait une réponse honnête, pas une réponse rapide. « C'est possible, dit-il. » Elle hocha la tête comme si elle s'y attendait, comme si elle le respectait davantage pour l'avoir dit. « Alors je devrais partir, dit-elle. »« Ce n'est pas que j'ai dit, Wade. J'ai dit que c'était possible. Je n'ai pas dit que ça changeait quoi que ce soit. » Il la regarda fixement. « Vous n'êtes pas un fardeau que je tolère, Sadie. Vous êtes une femme qui est venue à mon portail et a demandé un travail, et je l'ai offert. Un homme tient sa parole par ici, où il ne vaut pas grand-chose. » Elle resta silencieuse un long moment. « Pourquoi est-ce que ça vous importe? » dit-elle. « Vous ne me connaissiez pas il y a une semaine? » Il y réfléchit. Il réfléchit vraiment. Puis il dit, « J'ai enterré ma femme il y a 2 ans. Depuis, je vis machinalement. Travailler, dormir, exister. Et puis vous êtes arrivé à mon portail avec un bébé malade, les pieds nus, et plus de cran que la plupart des hommes que je connais. Et vous m'avez regardé dans les yeux et demandé un travail au lieu de demander de la pitié. » Il marqua une pause. Ça a réveillé quelque chose en moi. Je ne sais pas encore comment l'appeler, mais je sais que ce n'est pas rien. Sadie se tint très immobile, puis elle dit très doucement, « Je ne sais pas comment faire confiance à un homme qui est gentil avec moi. »« Je sais, dit-il, ça pourrait prendre beaucoup de temps. »« Je ne vais nulle part, dit-il. » Elle le regarda un instant de plus, puis elle dit, « Bonne nuit, Wade. »
Bonne nuit, Sadie. Elle retourna dans sa chambre. Il entendit le loquet glisser, par habitude, supposa-t-il, ou par entraînement. Et puis la maison fut silencieuse. Il resta assis longtemps sans lire. Le matin, une lettre arriva, apportée par un garçon de la ville. Pliée et scellée, sans nom à l'extérieur. Wade l'ouvrit. À l'intérieur d'une écriture qui appuyait si fort qu'elle déchirait presque le papier, se trouvaient 11 mots. « Elle est ma femme. Le garçon est à moi. Vous avez 3 jours. » Wade plia la lettre une fois, la mit dans la poche de sa chemise et alla trouver Martha Reed. Martha lut la lettre 2 fois. Elle la posa sur la table de sa cuisine, l'aplatit d'une main et la lut une 3e fois. Puis elle la plia le long du pli de Wade et la lui rendit sans un mot. « Eh bien, dit-il, eh bien, il ne sait pas écrire votre correctement, mais il peut terroriser une jeune femme à travers 4 comtés, donc je suppose que l'éducation n'est pas une condition requise pour la cruauté. » Elle se tourna vers son poêle et versa du café qu'elle n'avait pas offert. 3 jours, ce n'est pas une négociation, c'est un compte à rebours. Je sais. Le sait-elle? Pas encore. Martha posa une tasse devant lui et le regarda durement. Vous le lui dites aujourd'hui. On ne protège pas une femme en lui cachant des choses. C'est ce que font les hommes comme Silas Bell. Ils contrôlent l'information et ensuite ils s'étonnent quand elle prend des décisions qui ne correspondent pas. Elle s'assit en face de lui. Ce n'est pas une enfant, Wade. C'est une mère qui a survécu 4 jours pieds nus sous la chaleur de juillet avec un nourrisson malade. Elle peut supporter une lettre. Je sais qu'elle peut le supporter, dit Wade. Je voulais juste... Quoi? Le porter pour elle? La voix de Martha n'était pas cruelle, juste précise. Vous pouvez vous tenir à ses côtés. Vous ne pouvez pas vous tenir devant elle. Il y a une différence, et elle est importante. Il retourna au ranch avec la lettre dans sa poche et le poids des 3 prochains jours s'installant déjà sur ses épaules. Sadie était dans la cuisine. Elle sut que quelque chose n'allait pas à la seconde où il entra. Il pouvait le lire sur son corps avant même qu'il n'ait dit un mot. Elle avait cette capacité, finement aiguisée par des années, à observer l'humeur d'un homme de l'autre côté d'une pièce et à calculer en conséquence. Elle posa la marmite qu'elle tenait et attendit. Il posa la lettre sur la table. Elle la prit. Et elle la lut. Son visage ne changea pas un frémissement. Et c'était la chose la plus effrayante qu'il ait vue d'elle jusqu'à présent, car cela signifiait qu'elle s'était déjà préparée à cela. Elle s'y préparait depuis le moment où elle avait franchi son portail. 3 jours, dit-elle. Ouais, il n'attendra pas 3 jours. Elle reposa la lettre. Il a dit 3 jours pour que nous passions 3 jours à nous préparer. Il viendra le 2e jour. Wade la regarda. Elle avait raison. Il n'y avait pas pensé, et elle, si, immédiatement. Et cela lui disait tout sur le temps qu'elle avait passé à vivre dans la logique d'un homme comme Silas Bell. « Très bien, dit-il, alors nous agirons comme si c'était 2. » Cet après-midi-là, Wade envoya chercher Martha, vérifia ses munitions, remplit les barils d'eau et commença à déplacer des choses dans la grange d'une manière qui aurait de l'importance s'il s'agissait de chevaux dans le noir. Il montra à Sadie où il gardait le fusil de chasse, derrière le sac de farine sur la 2e étagère. Chargé, il lui montra comment l'épauler pour sa taille. Elle le tenait le menton levé, les pieds bien ancrés et les yeux impassibles. Elle ressemblait moins à une femme apprenant quelque chose de nouveau qu'à une femme se souvenant de quelque chose d'ancien. « Vous avez déjà tiré ?» dit-il. « Mon père m'a appris, dit-elle, avant que Silas ne décide que je n'en avais pas le droit. » Il reprit le fusil de chasse et le remit à sa place. « Vous n'en aurez pas besoin, dit-il, mais je veux que vous sachiez qu'il est là. » « Je savais déjà qu'il était là, dit-elle. Je le sais depuis le jour où vous l'avez déplacé. » Il la regarda. Bien sûr qu'elle le savait. Rien ne lui échappait. Martha arriva en milieu d'après-midi avec sa charrette, un fusil de rechange et une disposition qui ne souffrait aucune discussion. Elle entra, évalua la situation, dit à Wade 3 choses qu'il devait faire et auxquelles il n'avait pas pensé. Dit à Sadie qu'elle était courageuse et n'attendait pas de réponse. Et prit Noah de l'écharpe pour que Sadie puisse utiliser ses 2 mains. « Je le garderai à l'intérieur avec moi, » dit Martha. « Quoi qu'il arrive dehors, vous saurez qu'il est ici et qu'il va bien. C'est une chose de moins qui détournera votre attention. » Sadie la regarda. Quelque chose passa entre elles, de femme à femme, de mère à femme plus âgée. Et Sadie hocha la tête une fois et embrassa le front de Noah sans drame. « Ne le laissez pas pleurer trop longtemps, » dit Sadie.
Ça ne fait qu'empirer. J'ai élevé 4 enfants et en ai enterré 2, dit Martha. Je sais quoi faire avec un bébé qui pleure. Le reste de la journée s'étira comme un fil trop tendu. Chaque son était trop fort. Chaque cavalier sur la route lointaine était examiné et relâché. Wade travaillait sans s'arrêter et Sadie travaillait à ses côtés, et aucun d'eux ne disait grand-chose parce qu'il n'y avait plus rien d'utile à dire. Au crépuscule, Wade envoya Sadie à l'intérieur. Il se tint à la clôture et regarda la route, la crête, les longues ombres tombant sur l'herbe sèche. Les cigales chantaient. Quelque part, un cheval se déplaçait, trop loin pour être vu. La lanterne sur la crête n'était pas apparue ce soir. Jeb Crowley arriva juste après la tombée de la nuit. Il vint seul, ce qui était soit de la confiance, soit un appât. Il vint lentement, ce qui était délibéré. Il s'arrêta au portail, resta sur son cheval sans descendre et appela. « Mercer, j'ai un mot à vous dire. » Wade descendit du porche. Il garda ses mains visibles et son fusil dans le dos, où il pouvait l'atteindre en moins d'1 seconde. « Descendez ou partez, dit Wade. Je ne parle pas aux hommes à cheval. » Une pause, puis Crowley descendit de cheval. Il était exactement comme Sadie l'avait décrit. Mince, les yeux clairs, patient à la manière d'un homme qui avait appris que la patience ne lui coûtait rien et lui rapportait tout. La cicatrice au coin de sa bouche tirait son sourire légèrement de côté. « Monsieur Mercer, dit-il, je crois que vous avez quelque chose qui appartient à mon employeur. »« J'ai une employée et son fils, dit Wade, c'est tout ce que j'ai. » Son mari voit les choses différemment. « Son mari envoie un homme faire le travail d'un mari, dit Wade. »« Je trouve ça intéressant. » Le sourire ne quitta pas le visage de Crowley. Silas Bell est un homme raisonnable. Il ne cherche pas les ennuis. Il veut juste que sa femme et son garçon lui soient rendus. Et toute cette situation disparaîtra tranquillement. Tranquillement, répéta Wade. C'est ça. Comme la façon dont elle est partie était tranquille. Il garda sa voix égale. Comme l'ecchymose sur son visage était tranquille. La cicatrice sur son bras. Les yeux de Crowley passèrent de Wade à la maison. Il vérifiait les fenêtres, réalisa Wade, comptant les lumières, devinant dans quelle pièce elles se trouvaient. « Les femmes ont des idées, dit Crowley. J'ai aussi aimablement qu'un homme discutant du temps. Silas lui expliquera une fois qu'elle sera à la maison et elle comprendra. Ce ne sont pas vos affaires, Mercer. Vous n'avez jamais eu votre mot à dire dans cette histoire. Je l'ai maintenant, dit Wade. L'amabilité changea. Pas beaucoup, juste assez. C'est une décision malheureuse, dit Crowley. Transmettez le message, dit Wade. Elle reste, Noah reste. Et si Silas Bell met les pieds sur cette propriété, il la quittera dans un pire état qu'à son arrivée. Crowley le regarda longuement. Puis il ramassa ses rênes, remonta à cheval sans se presser et regarda Wade d'en haut de sa selle. 2 jours, dit-il, confirmant exactement ce que Sadie avait prédit. Il repartit dans le noir. Wade resta au portail jusqu'à ce qu'il n'entende plus les bruits de pommeau. Puis il se tourna et Sadie était debout sur le porche. Elle avait tout entendu. Il pouvait voir sur son visage qu'elle avait entendu chaque mot. « Il amènera plus d'hommes, dit-elle. Probablement. Silas ne viendra pas lui-même tant qu'il n'y aura pas plus d'hommes. Je sais. Il remonta les marches. J'envoie chercher le shérif adjoint Pike en ville demain matin. Elle émit un son qui n'était pas tout à fait un rire. Pike ne se dépêchera pas. Il ne le fait jamais. Peut-être pas, mais je veux que ce soit consigné. Je veux que quelqu'un d'officiel sache qu'elle est ici, qu'elle est venue de son plein gré, et que le garçon était avec elle. Il la regarda. Un dossier légal, ça compte. Ça enlève quelque chose à Silas. Elle y réfléchit, hocha lentement la tête. « Allez dormir, dit-il. Je veillerai cette nuit. » « Vous ne pouvez pas veiller toutes les nuits. »« Je n'ai pas l'intention de le faire toutes les nuits. Juste cette nuit. » Il la regarda fixement. « Allez être avec Noah. Martha voudra rentrer chez elle avant minuit. » Elle entra. Il s'installa dans le fauteuil du porche avec son fusil sur les genoux et passa la nuit à observer une obscurité qui ne bougeait pas. Le matin du 2e jour arriva, chaud et immobile. Le shérif adjoint Owen Pike arriva en milieu de matinée, ce qui surprit Wade. Il l'attendait au plus tôt dans l'après-midi. Pike était un homme prudent, pas corrompu, ce qui signifiait qu'il était lent pour les bonnes raisons plutôt que pour les mauvaises. Il avait une 40aine d'années, était épais au milieu, avec une tendance à prendre des notes avant de tirer des conclusions. Il écouta Wade, il écouta Sadie,
qui s'assit en face de lui à table et fit son récit de la même manière plate et précise qu'elle l'avait fait à Wade, observant le visage de Pike tout le temps pour des signes d'incrédulité. Pike prit ses notes. Il regarda Sadie quand elle eut fini et dit « Vous dites que Silas Bell a menacé l'enfant directement? » « Oui. »« Et vous l'avez vu tomber dans la rivière? » »« Oui. »« Vous n'êtes pas retourné pour confirmer? » »« J'avais un nourrisson de 2 mois et un homme qui venait d'essayer de l'utiliser pour me menacer, dit-elle. « Non, je ne suis pas retourné. » Pike hocha la tête. Il plia ses notes. « Je ne peux pas arrêter un homme sur votre seul témoignage, Madame Bell. Mais je peux faire savoir que ce comté sait que vous êtes ici, sait que vous êtes sous la protection d'un résident légal et que toute perturbation sur cette propriété sera accueillie avec la pleine « C'est assez », dit Sadie. « Merci. » Pike la regarda. Quelque chose traversa son visage. Pas tout à fait du respect, mais son précurseur. Il remit son chapeau et dit à Wade « Je serai au poste. Envoyez-moi chercher au moindre mouvement. »« Vous viendrez vite, » dit Wade. Pike le regarda. « Je viendrai, dit-il, ce qui n'était pas la même chose, et tous les trois le savaient. Il partit. Sadie le regarda s'éloigner de la fenêtre, puis elle se retourna et dit « Il sera trop tard. »« Oui, dit Wade, il le sera, mais ce n'est pas le but. » Elle le regarda. « Le but, dit Wade, c'est que nous avons déjà gagné l'argument que personne ne sait que nous avons. Silas veut entrer ici comme si c'était une affaire privée, comme si vous étiez une propriété qui s'est égarée. Le fait que Pike sache que vous êtes ici rend les choses non privées. Ça compte. » Elle y réfléchit. Il pouvait l'avoir y travailler, le retourner, le vérifier pour les faiblesses. « Vous pensez comme lui, dit-elle, comme si la façon dont il planifie les choses. Cela atterrit de manière inattendue. Ce n'est pas un compliment, dit-il prudemment. Non, convint-elle, ce n'en est pas un, mais ça pourrait nous garder en vie. Ils n'auront pas le reste de la journée. Silas arriva au crépuscule. Il vint avec 2 hommes, pas Crowley. De nouveaux hommes, engagés rapidement, payés assez cher. Crowley chevauchait légèrement derrière et à gauche, ce qui signifiait qu'il était de l'assurance, pas l'acteur principal. L'acteur principal était Silas. Wade entendit les chevaux au passage du ruisseau et passa la main par l'embrasure de la cuisine. Sadie était déjà là. Elle lui tendit son fusil et prit elle-même le fusil de chasse de l'étagère avant qu'il n'ait dit un mot. « Martha, » dit Sadie. « Elle a Noah dans la chambre du fond, » dit Wade, fenêtre voltée. Sadie hocha la tête. Ses mains étaient absolument stables. Ils sortirent ensemble. Silas Bell n'était pas ce à quoi Wade s'attendait, bien qu'il n'aurait pas pu dire exactement à quoi il s'attendait. Il était large d'épaules, bien habillé pour les standards de la frontière, avec le genre de visage qui avait été beau et qui savait encore s'arranger en beauté quand c'était utile. Il descendit de cheval avec l'aisance d'un homme qui n'avait jamais, de sa vie, envisagé de ne pas obtenir ce qu'il voulait. Il vit Sadie. Quelque chose bougea sur son visage. La possession déguisée en amour. C'était la chose la plus laide que Wade ait vue depuis longtemps. Et il avait vu des choses laides. « Sadie, » dit Silas, sa voix était chaude, vraiment chaude. « Bébé, regarde ce que tu t'es infligé. » Sadie ne dit rien. J'étais mort d'inquiétude. Il fit un pas en avant. « Où est-ce Noah? »« Arrêtez-vous là, » dit Wade. Silas le regarda pour la première fois. Il le regarda comme un homme regarde un meuble qui a été déplacé à un endroit incommode. Gênant, mais pas significatif. « Ça ne vous concerne pas, Mercer. »« Vous êtes sur ma propriété, » dit Wade. « Toute sur ma propriété me concerne. C'est ma femme. » La chaleur était toujours dans sa voix, mais elle avait développé un tranchant en dessous, comme une lame scotchée derrière une poignée de main. Elle est confuse et effrayée, et elle a subi un traumatisme. Je veux juste la ramener à la maison. Non, dit Sadie. Silas se retourna vers elle. La chaleur s'ajusta. Sadie? J'ai dit non. Elle s'avança. Pas vers lui, juste en avant, hors du porche et dans la cour, à découvert, là où elle n'était pas encadrée par une porte, là où elle avait de la place. Wade bougea avec elle, se tenant à ses côtés, pas devant. « Je sais ce que tu fais, » dit Silas. Sa voix baissa, juste pour elle. Les 2 hommes de main et Crowley pouvaient l'entendre, mais elle était dirigée vers elle comme quelque chose d'étroit et de pointu. « Tu penses que cet homme va te protéger? Tu as toujours inventé des histoires sur les gens, Sadie. Tu as toujours pensé. » Elle dit, « Je connais cette voix, je sais ce qui vient après cette voix. » Elle tremblait.
Il pouvait le voir, mais elle ne reculait pas. J'ai passé 4 ans à apprendre ta voix. Chaque version, la chaude, la froide et la silencieuse que tu utilises juste avant de frapper. Le visage de Silas se réarrangea. La chaleur disparut complètement. Ce qu'il y avait en dessous n'était pas dramatique. C'était la partie terrible. C'était juste plat, froid et certain. Le visage d'un homme à qui on n'avait jamais rien refusé longtemps. Tu as tiré sur ton mari, dit-il, à la rivière. C'est une agression. Crowley est témoin. Crowley n'était pas là, dit Sadie. Il dira qu'il y était. Le silence qui suivit était du genre qui a du poids. Wade le sentit s'installer, et puis Sadie dit quelque chose qui changea tout. Elle dit, « La nuit où tu as tenu Noah au-dessus du puits, Silas devint complètement immobile. Je n'ai jamais parlé du puits à personne, dit-elle. Ni à Wade, ni à Martha, à personne. Mais j'ai besoin de le dire à voix haute maintenant, devant des témoins. Tu as tenu notre fils. Ton fils, peu importe ce que tu as décidé de croire, tu l'as tenu au-dessus du puits. Et tu m'as dit que si je criais, tu le lâcherais. » Un des hommes de main bougea sur sa selle. « Et je n'ai pas crié, » continua Sadie. Sa voix avait cessé de trembler. « Parce que j'étais terrifié que tu le fasses. Et je n'ai pas fui cette nuit-là parce que j'étais terrifié que tu le prennes. Et chaque nuit après ça, je suis restée immobile et silencieuse. Et je t'ai laissé croire que tu m'avais, parce que Noah était la seule chose que je protégeais. » Elle le fixa. « C'est ce que tu as fait, Silas. C'est tout. Et je le dis à voix haute maintenant, avec Wade Mercer et Jeb Crowley comme témoins, parce que tu n'as plus le droit d'appeler ça une affaire de famille. » Silas bougea. Il était rapide pour un homme de sa corpulence. Il s'avança, une main tendue, son visage ne se souciant plus de ses arrangements. Il ne restait plus que de la fureur, et il dit son nom comme une malédiction. Wade se mit sur son chemin. Ils se heurtèrent violemment. Wade n'était pas un petit homme et il avait passé 2 ans de deuil à se transformer en travail physique. L'impact fut solide et réel et les projeta tous les deux contre la clôture. Un des hommes de main descendit de son cheval. Crowley ne bougea pas. Il observait, recalibrait. L'homme de main attrapa Wade par derrière. Le fusil de chasse partit. Pas sur quelqu'un. Sadie avait tiré dans le sol à 2 mètres des bottes de l'homme de main. Et le son déchira le crépuscule comme si le monde se fendait en deux. Et tout le monde s'arrêta. Tout le monde. Silas tenait le col de Wade. Wade tenait le bras de Silas. L'homme de main était figé. Crowley avait finalement reculé, ce qui disait tout à Wade sur pour qui Crowley travaillait vraiment face à un danger réel. Sadie se tenait là, le fusil de chasse toujours levé, les pieds plantés, les yeux sur Silas. « Lâche-le, » dit-elle. Silas la regarda par-dessus l'épaule de Wade, et dans ses yeux, il y avait quelque chose qu'elle n'avait jamais vu de lui en 4 ans. C'était petit et bref, et il l'enterra immédiatement. Mais elle l'avait attrapé. Il avait peur d'elle. « Lâche-le, Silas, » dit-elle de nouveau, doucement, presque gentiment. La façon dont on parle à quelqu'un quand on n'a plus besoin de crier parce qu'on détient tout le pouvoir et quitte cette propriété. Sa main relâcha le col de Wade. Wade recula et se mit sur le côté, respirant difficilement. Il ne quitta pas des yeux les 2 hommes de main. Silas rajusta sa veste. Il regarda Sadie. Il essaya de trouver quelque chose sur son visage qu'il reconnaissait, quelque chose qu'il pouvait utiliser, une ouverture, une trace de la fille qui avait eu peur de ses silences. Il ne trouva rien. « Ce n'est pas fini, dit-il. » Il la regarda longuement, puis il regarda Wade, puis il regarda Crowley, qui ne lui offrait absolument rien, et il regarda les hommes de main qui regardaient le sol. Il était seul et il le savait, et il ne pouvait pas tout à fait faire semblant du contraire. Il monta sur son cheval, il sortit par le portail sans un autre mot, et les 2 hommes de main le suivirent, et Crowley ferma la marche. Et au portail, Crowley s'arrêta, regarda Wade et lui fit un seul signe de tête. Ni amical, ni hostile, juste la reconnaissance d'un homme à un autre que le calcul avait changé. Puis il disparut. Les cigales recommencèrent immédiatement, comme si elles n'avaient fait qu'une pause par courtoisie. Wade se tourna vers Sadie. Elle se tenait au même endroit, tenant toujours le fusil de chasse fixant le portail. Son visage était celui de quelqu'un qui vient de faire la chose dont il avait le plus peur
et qui est encore en train de réaliser qu'il y a survécu. « Ça va ?» dit-il. Elle se tourna et le regarda, et ses mains, pour la première fois depuis qu'il la connaissait, tremblaient. Non pas de peur, mais de quelque chose de tout à fait différent, quelque chose qui n'avait pas de nom simple. « Il avait peur de moi, dit-elle, comme si elle goûtait les mots et ne pouvait pas tout à fait en croire la saveur. « Oui, dit Wade, il avait peur. » Elle regarda de nouveau le portail, puis le fusil de chasse, puis ses propres mains le tenant. De l'intérieur de la maison vint le bruit de Noah qui commençait à pleurer. Pas le cri faible et rauque de la fièvre, mais le cri plein, sain et indigné d'un bébé qui avait été tenu trop longtemps loin de sa mère. Le visage de Sadie se brisa complètement. Non pas en deuil, mais en quelque chose qui ressemblait pour la première fois à du soulagement. Elle tendit le fusil de chasse à Wade et entra pour retrouver son fils. Le calme qui suivit le départ de Silas n'était pas la paix. C'était le genre de silence qui existe dans l'espace entre un éclair et le tonnerre. Toujours chargé, toujours dangereux, attendant toujours que l'air décide de la suite. Martha sortit de la pièce du fond, Noah pressé contre son épaule, lui tapotant le dos en cercle lent et régulier. Elle regarda la cour, Wade debout avec le fusil de chasse, le portail grand ouvert. Elle regarda le sol où Sadie avait tiré. Elle ne posa aucune question. Elle dit simplement « Quelqu'un devrait fermer ce portail » et retourna à l'intérieur pour trouver Sadie. Wade ferma le portail. Puis il y resta longtemps, les mains sur le bois et le front baissé, respirant. Son côté gauche lui faisait mal là où il avait heurté la clôture. Son col était encore tordu là où Silas l'avait attrapé. Il le redressa au toucher, sans réfléchir, et resta là, dans la dernière lueur pourpre du crépuscule d'été, et comprit quelque chose clairement. Pour la première fois, ce n'était pas fini. Silas Bell était parti ce soir parce que les chiffres étaient mauvais, pas parce qu'il avait changé d'avis sur quoi que ce soit. Un homme comme ça ne changeait pas d'avis. Il recalculait. Il se repositionnait. Il attendait un meilleur angle. Wade entra. Martha était à la table de la cuisine avec Noah sur ses genoux, lui donnant quelque chose à la cuillère. Sadie était à la fenêtre avec une tasse d'eau. Elle ne la buvait pas. Elle la tenait juste. Elle se tourna quand Wade entra. « Il ira voir son cousin », dit-elle immédiatement. « Le shérif adjoint a 2 comtés à l'est. C'est ce qu'il fera ensuite. »« Je sais, » dit Wade. « Si ce shérif adjoint envoie des papiers officiels, s'il dépose quelque chose prétendant que j'ai pris Noah sans... » Elle s'arrêta, serra les lèvres, se réorganisa. « J'ai besoin de savoir s'il y a un avocat à Cutter's Bluff. »« Il y en a un, » dit Martha depuis la table, sans lever les yeux de Noah. « Franklin Hess, il est compétent. Il n'est pas brillant, mais il est honnête, ce qui, à ce moment précis, est peut-être plus utile. »« Demain matin, » dit Wade, « à la première heure. » Sadie posa la tasse. « Ce soir. » Wade et Martha la regardèrent tous les deux. « Si Silas chevauche vite, il peut atteindre son cousin demain midi, » dit-elle. « Si le cousin dépose une plainte l'après-midi et qu'un cavalier revient le soir... » Elle secoua la tête. « Demain matin pourrait être trop tard. J'ai besoin de faire consigner quelque chose ce soir. N'importe quoi. Signé, attesté et daté. » Wade regarda Martha. Martha le regarda. Puis Martha rendit Noah à Sadie, se leva et commença à mettre son manteau. « Franklin Hess prend son souper le mardi soir, dit-elle. Mais nous sommes mercredi. Il sera assez sobre pour tenir une ligne droite. Allons-y. » Ils y allèrent. Wade conduisait. Martha était à l'arrière avec Noah. Sadie était assise à l'avant à côté de Wade et se tenait si droite pendant les 40 minutes de route que lorsqu'ils arrivèrent en ville et qu'elle descendit enfin de la charrette, ses jambes faillirent la lâcher. La main de Wade se tendit. Elle l'attrapa sans réfléchir, sans la demi-seconde de calcul qu'elle prenait normalement avant d'autoriser le contact, et se stabilisa. Et qu'ils restèrent là un moment dans la rue éclairée par les lampes, sa main dans la sienne, sans parler. Puis elle le lâcha prise, rajusta sa robe, monta jusqu'à la porte de Franklin Hess et frappa. Hess était un petit homme aux doigts tachés d'encre qui, comme Martha l'avait prédit, était sobre, chez lui, et remarquablement disposé à travailler à une heure irrégulière. Une fois que Martha eut expliqué la situation avec l'efficacité d'une femme qui n'avait aucune patience pour se faire répéter, il fit asseoir Sadie à son bureau et prit son récit en une longue écriture soignée et méthodique,
posant des questions précises et écrivant des réponses précises. Et quand elle décrivit la nuit au puits, il arrêta d'écrire un instant, sa plume en suspens, avant de serrer la mâchoire et de continuer. Quand ce fut fait, il la fit signer. Il signa, Wade signa comme témoin, Martha signa comme témoin. Hess regarda le document, puis Sadie. Ceci est une déclaration sous serment d'abus et de menaces injustifiées, dit-il. Si Silas Bell ou l'un de ses représentants tente de porter une plainte pour la garde ou une accusation criminelle contre vous dans ce comté, ce document établit votre version des faits en premier et officiellement. Il marqua une pause. Ce n'est pas du fer, mais c'est quelque chose. C'est assez, dit Sadie. Merci. Il les raccompagna à la porte, puis s'arrêta. Madame Bell, dit-il, elle se tourna. Je veux que vous sachiez qu'en 22 ans de droit, j'ai vu des femmes assises dans cette chaise raconter des histoires comme la vôtre plus de fois que vous ne voudriez le compter. Il la regarda fixement. La plupart d'entre elles n'ont pas été crues. Vous avez l'avantage d'un témoin corroborant et d'un dossier physique clair. Il marqua une pause. Je vous crois. Sadie se tint très immobile. Puis elle hocha la tête une fois, le plus petit et le plus délibéré des hochements de tête que Wade ait jamais vus, et sortit vers la charrette. Sur le chemin du retour, elle ne parla pas pendant longtemps. Noah s'était endormi contre la poitrine de Martha. La route était sombre, chaude, et sentait l'herbe sèche, le cheval et la faible odeur minérale du ruisseau. Puis Sadie dit doucement, en regardant droit devant elle, « Il m'a dit pendant 4 ans que personne ne me croirait. » Ni Wade ni Martha ne répondirent immédiatement. Ils laissèrent cela reposer là où elle l'avait mis. « Je sais, » dit finalement Martha, doucement, juste ces 2 mots. Sadie hocha la tête. Et ce fut tout. Mais c'était assez. Le shérif adjoint Pike était au ranch à 9 heures le lendemain matin. Il n'était pas seul. À côté de lui chevauchait un homme que Wade ne reconnaissait pas. Mince, habillé en citadin, avec l'expression particulière d'un homme qui a chevauché jusqu'à un endroit qu'il considérait comme indigne de lui. Il se présenta comme le shérif adjoint Carver, de 2 comtés à l'est, cousin de Silas Bell. Wade descendit lentement du porche. Il garda ses mains visibles. Il garda sa voix égale. Il dit « Bonjour, Pike. » Pike semblait profondément mal à l'aise, ce qui était au moins honnête. « Wade, dit-il, voici le shérif adjoint Carver. Il vient avec une demande formelle. »« Une plainte, » corrigea Carver. Il regarda Wade de la même manière que Silas l'avait regardé. « Un meuble, incommode, pas significatif. Silas Bell a déposé une plainte pour enlèvement d'enfants dans mon comté. Sa femme, son ex-femme. » La voix de Martha venait du porche. Tout le monde se tourna. Martha se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Elle était arrivée au ranch avant l'aube, ce qui signifiait qu'elle avait dormi environ 2 heures, ce qui ne semblait avoir eu aucun effet sur elle. « Martha, » commença Pike. « Franklin Hess a notarié une déclaration sous serment dans ce comté à 9h47 hier soir, » dit Martha. « Signée, attestée et déposée ce matin au bureau foncier de Cutter's Bluff, qui sert également de bureau d'archives légales du comté, comme le shérif adjoint Pike le sait très bien. » Elle regarda Carver. « Le récit de Sadie Bell est officiellement consigné dans ce comté, daté et horodaté avant tout ce que votre cousin a pu déposer, ou qu'il l'ait déposé. » L'expression de Carver changea très légèrement. L'autodéclaration d'une femme, une déclaration sous serment signée par 2 témoins, dont l'un est un résident et propriétaire de ce comté depuis 20 ans, dit Martha. Vous êtes le bienvenu pour retourner informer Silas que s'il poursuit cette affaire, il devra répondre à des questions sur le fait de tenir un nourrisson au-dessus d'un puits. Elle marqua une pause. En public. Le silence s'étira. Pike s'éclaircit la gorge. Il regarda Carver. « Je t'avais bien dit qu'il y avait déjà des papiers, dit-il, non sans satisfaction. » Carver regarda la maison, puis Wade, puis Martha. Il recalculait, de la même manière que Crowley avait recalculé, et le calcul donnait le même résultat. Ça n'en valait pas la peine, pas sans un angle clair. « Silas Bell est un homme patient, » dit Carver. « Pas une menace exactement, juste une information livrée sur un ton qui voulait se sentir comme une menace. » Wade Mercer aussi, dit Martha, et Wade Mercer possède 160 acres, vit dans ce comté depuis 14 ans et n'a jamais déposé une seule plainte contre qui que ce soit. Allez-y, mettez ça d'un côté de votre balance et Silas Bell de l'autre, et voyez de quel côté elle penche. Carver regarda Pike une dernière fois,
n'y trouva rien d'utile et tourna son cheval. Ce n'est pas fini, dit-il. Bonne journée, répondit aimablement Martha. Il partit. Pike resta un moment, regarda Wade avec l'expression d'un homme fatigué, mais pas entièrement sans conscience, et dit « Je m'assurerai que le dossier de Hess reçoive l'attention qu'il mérite. »« J'apprécie, » dit Wade. Pike partit, et la cour fut de nouveau vide, et les cigales continuèrent, et quelque part à l'intérieur de la maison, Noah fit un bruit qui était presque un rire. Wade laissa échapper un souffle qu'il retenait depuis 9 heures. Martha descendit du porche. « Il essaiera à nouveau ?» dit-elle à voix basse. Carver est humilié. Cela le rend plus dangereux que Silas à certains égards. Il cherchera un angle différent. Je sais. Vous devez être vigilant. Elle le regarda. Et vous devez tout dire à Sadie, pas une version adoucie. Martha, je ne suis pas. Je sais que vous n'essayez pas de la protéger en lui cachant des choses. Mais vous devez surveiller cet instinct en vous. Elle a dit à cet homme ses péchés à voix haute hier soir, devant des témoins. Elle a gagné le droit de savoir tout ce que vous savez. Il la regarda. Vous êtes dur avec moi. Je suis dur avec vous parce que vous valez la peine d'être dur avec, dit Martha, et le trottait. Oh non, non. Elle retourna à l'intérieur. Il trouva Sadie dans le jardin. Elle était à genoux dans la terre, Noah dans l'écharpe, et avec une petite truelle, elle travaillait à la base d'un plant de tomates qui avait décidé de survivre à la sécheresse de juillet, parce que Wade ne pouvait que conclure être de la pure obstination. Elle l'entendit tourner le coin et se tourna juste assez pour confirmer que c'était lui avant de retourner à la plante. Il s'accroupit en face d'elle. « Carver est venu, » dit-il. Ses mains s'immobilisèrent. « Il est parti, » dit rapidement Wade. Martha s'en est occupée. La déclaration était déjà déposée. Il lui raconta tout. Ce que Carver avait dit, ce que Martha avait dit, ce que Pike avait dit, ce que les mots d'adieu de Carver signifiaient et ne signifiaient pas. Elle écouta sans l'interrompre, les mains posées sur ses genoux, les yeux sur la plante. Quand il eut fini, elle dit « Martha a déposé la première. Comment a-t-elle su faire ça? » Elle n'a pas attendu qu'on lui demande. Sadie resta silencieuse un moment. « Je ne sais toujours pas comment la prendre. »« La plupart des gens ne le savent pas au début, » dit Wade. « Elle ne prévient pas beaucoup avant de se soucier de vous. » Quelque chose changea dans l'expression de Sadie. Pas un sourire exactement, mais quelque chose d'adjacent. Elle regarda de nouveau le plant de tomates. « Il va essayer à nouveau, » dit-elle. Une affirmation, pas une question. « Probablement, » dit Wade, « par l'intermédiaire de Carver ou de quelqu'un d'autre. Ou les deux. » Elle arracha une mauvaise herbe, la mit de côté, en arracha une autre. « Je ne pars pas, » dit-elle. Il ne dit rien. « Je veux que vous le sachiez, » dit-elle. Elle le regarda directement. « J'ai quitté tellement de fois. J'ai quitté la maison de mes parents. J'ai quitté la maison que je pensais que Silas construisait pour moi. J'ai quitté le passage de la rivière. J'ai passé ma vie à quitter des choses. » Elle regarda de nouveau la plante. « J'ai fini de quitter. » Wade resta assis avec ça un moment. Il resta assis avec le poids de cela, ce que cela signifiait et ce que cela exigeait de lui. « Très bien, » dit-il. « Très bien, » répéta-t-elle, comme si elle en testait la certitude. « C'est votre place aussi longtemps que vous le voudrez, » dit Wade. « Je le pense, pas seulement jusqu'à ce que Silas arrête, pas seulement jusqu'à ce que les choses soient réglées, aussi longtemps que vous le voudrez. » Elle fixa la plante. Sa mâchoire travailla une fois, puis elle serra les lèvres, respira par le nez et se reprit. « Vous devez arrêter de dire des choses comme ça, » dit-elle, et sa voix avait une rudesse qui n'était pas de la colère. « Pourquoi? » « Parce que je suis à court de raisons de ne pas y croire. » Il ne savait pas quoi faire de ça. Alors il fit de la chose qui lui semblait la plus honnête. Il ramassa l'autre truelle qui traînait dans la terre et commença à travailler sur la plante voisine. Et ils travaillèrent ensemble sous la chaleur de l'été, sans parler. Et Noah dormait entre eux dans son écharpe. Et le jardin, contre toute attente raisonnable, continuait de pousser. 3 jours plus tard, le deuxième coup tomba. Il ne vint pas de Carver, ni de Crowley, ni de Silas lui-même, mais de la direction la plus ordinaire et la plus dévastatrice possible. Une lettre du bureau foncier du comté, adressée à Wade, l'informant qu'une plainte avait été déposée contre sa revendication de propriété pour un litige de frontières non résolu datant de 6 ans et qu'une audience de révision avait été fixée dans 40 jours.
Wade l'a lu 2 fois, puis il s'assit. Martha, qui était devenue une présence quasi quotidienne d'une manière que personne n'avait formellement arrangée, l'a lu par-dessus son épaule et dit un seul mot que Wade l'entendait rarement utiliser. Silas, dit Sadie de l'autre côté de la table. Elle avait observé le visage de Wade pendant qu'il lisait, de la manière dont elle observait les visages, et elle avait compris avant qu'il ne puisse parler. Il ne revient pas pour moi directement. Il vient pour vous. Wade posa la lettre à plat sur la table. Le litige de frontière est réel, dit-il. Il est en suspens depuis avant la mort de Clara. Je n'ai jamais insisté parce que le voisin de ce côté-là a vendu et la terre est restée vide. Si quelqu'un a acheté cette revendication et a déposé une plainte, Silas a trouvé la faille, dit Sadie. Son cousin connaîtrait la procédure de dépôt du Kundé, dit Martha. Les trois restèrent assis avec la forme de la chose. C'était propre à sa manière, la propreté affreuse et précise de quelqu'un qui y avait réfléchi attentivement. Si Wade était pris dans une audience foncière, son attention était divisée. Ses finances étaient menacées. Le sol sous ses pieds devenait incertain. Et s'il devenait incertain, Sadie devenait incertaine. Wade regarda de nouveau la lettre, puis Sadie. « Ça ne change rien, dit-il. Wade, j'ai dit que ça ne change rien. » Sa voix était calme, mais elle avait du fer. « Il veut que je vous dise de partir. Il veut que je décide que vous êtes trop cher à garder. C'est le jeu. » Il plia la lettre. « Je ne le jouerai pas. » Sadie le regarda de l'autre côté de la table, et ses yeux étaient brillants d'une manière qui n'avait rien à voir avec les larmes, et tout à voir avec l'émotion particulière qui arrive quand quelqu'un se prouve d'une manière que vous n'osiez pas tout à fait croire qu'il le ferait. « Il intensifiera encore après que cela n'aura pas fonctionné, dit-elle. « Qu'il le fasse, dit Wade. Franklin Hess s'occupe des litiges de propriété. Nous irons demain. »« Nous, dit-elle. Vous êtes une résidente de cette propriété, dit-il simplement. Cela en fait aussi votre combat. » Elle le regarda longuement, puis elle regarda Martha, qui avait l'expression soigneusement neutre qu'elle portait quand elle ressentait quelque chose qu'elle considérait comme privé. « Il est têtu, dit Sadie à Martha. « Extrêmement, convainc Martha. Est-il toujours comme ça? » D'après mon expérience, quand il s'agit de choses qu'il considère comme sa responsabilité, oui, entièrement. Sadie regarda de nouveau Wade. Il attendit. Il avait appris maintenant qu'elle avait besoin de regarder les choses sous tous les angles avant de les accepter, et que ce regard n'était pas de l'hésitation, mais de la diligence raisonnable. Et que la femme qui s'était tenue dans sa cour la nuit dernière avec un fusil de chasse et avait dit « Si, c'est fini », et à l'homme qui l'avait brisé, méritait toute la diligence raisonnable du monde. « Très bien, dit-elle finalement. « Très bien, dit-il. » Cette nuit-là, après que Martha fut rentrée chez elle, que Noah se fut endormi et que le ranch se fut installé dans son calme estival particulier, Sadie vint se tenir dans l'embrasure du salon, de la même manière qu'elle l'avait fait cette première semaine, qui semblait remonter à des mois, bien que ce ne fût qu'à peine 4 semaines. Et elle dit son nom de la même manière. Wade. Il leva les yeux. Elle entra et s'assit dans le fauteuil en face de lui. Pas dans l'embrasure, pas en suspens, mais complètement à l'intérieur, les 2 pieds à plat, lui faisant face. Elle croisa les mains sur ses genoux et le regarda avec la franchise qui l'avait surpris la première fois et qui lui semblait maintenant aussi familière que n'importe quoi. « J'ai besoin de vous demander quelque chose, dit-elle, et j'ai besoin que vous soyez honnête. »« J'essaierai, dit-il. »« Pas essayer, dit-elle. Être. » Il posa le journal. « Très bien. Est-ce que vous faites tout ça? » Elle marqua une pause, choisissant les mots avec soin. « Parce que c'est la bonne chose à faire? Parce que Clara vous aurait dit de le faire? Parce que vous êtes un homme décent et que la décence ne vous laisse pas beaucoup de choix? » Elle le regarda. « Ou y a-t-il une autre raison? » La question s'installa dans la pièce comme une pierre jetée dans une eau calme. Wade la regarda. Il pensa à la réponse honnête, qui n'était pas la plus simple, qui n'était pas celle qui les protégeait l'un ou l'autre, qui était la seule qui valait la peine d'être donnée. « Au début, dit-il, c'était de la bonne chose à faire. Oui. J'ai vu une femme et un bébé malade à mon portail et je ne pouvais pas les renvoyer et vivre avec moi-même. » Il marqua une pause. « Ensuite, c'était parce que j'avais donné ma parole et je tiens ma parole. » Une autre pause. Et maintenant, il s'arrêta. « Maintenant, dit-elle.
Maintenant, c'est parce que je me mentirais à moi-même si je prétendais que les 4 dernières semaines n'étaient qu'une question de bien faire ou de ma parole. Il soutint son regard. Vous êtes entré dans cette maison comme si vous vous attendiez à être un fardeau et vous êtes devenu la personne la plus capable, la plus droite et la plus lucide que j'ai eue dans ma vie depuis Clara. Et chaque matin, j'entre dans la cuisine et vous êtes déjà au travail. Et Noah est dans cette écharpe. Et le café est prêt. Et je pense. Il s'arrêta de nouveau, secoua légèrement la tête. Je pense que c'est à ça qu'une maison est censée ressembler. Sadie était très immobile. Je sais que c'est trop, dit-il. Je sais que vous avez trop souffert pour que je vous impose quoi que ce soit. Je ne suis pas... Attendez, dit-elle. Il s'arrêta. Je sais que vous ne l'êtes pas, dit-elle doucement. C'est ce qui rend les choses différentes. Ils restèrent dans cet instant un moment. La chose pas tout à fait définie entre eux. La chose qui n'avait pas encore de nom et n'en avait pas besoin. La chose qui avait grandi comme le jardin grandissait, lentement, contre toute attente et persistante comme tout. J'ai peur, dit-elle. Je veux être honnête avec vous aussi. Je ne sais pas comment vouloir quelque chose pour moi-même. J'ai passé si longtemps à essayer de protéger Noah que j'ai oublié ce que c'était que de vouloir quelque chose qui n'était que pour moi. Je sais, dit-il. J'aurais peut-être besoin de beaucoup de temps, dit-elle, pour comprendre. Je le sais aussi, dit-il. Vous n'arrêtez pas de dire que vous savez des choses, dit-elle. Et il y avait quelque chose dans sa voix qui était presque léger, presque chaud, presque la forme de la femme qu'elle devait être avant que Silas ne travaille si dur à la diminuer. Je suis un homme patient, dit-il. Elle le regarda. Elle regarda ses propres mains. Elle regarda la fenêtre où l'obscurité estivale se pressait contre la vitre. Noah est souri aujourd'hui, dit-elle. Vrai, pas dégain, un vrai sourire. Je l'ai vu, dit Wade. Il vous a souri, dit-elle. Il ne dit rien. Mais la chose qui s'était agitée dans sa poitrine la toute première nuit, cette chose sans nom, inconnue, qu'il avait refusé de regarder directement, bougea de nouveau, s'installa, resta. Elle se leva. Bonne nuit, Wade. Bonne nuit, Sadie. Elle se dirigea vers la porte. Puis elle s'arrêta, une main sur le cadre, et dit sans se retourner, « Pour ce que ça vaut, je pense que Clara aurait aimé que vous fassiez ça. » Elle marqua une pause. « Je pense qu'elle aurait aimé que vous le fassiez pour la troisième raison. » Il ne put parler. Elle descendit le couloir. Il entendit sa porte, mais pas le loquet cette fois. Pas le verrou, juste le clic silencieux d'une porte se refermant doucement dans son cadre. Il resta assis longtemps dans l'obscurité chaude de la nuit d'été, et laissa le silence être ce qu'il était. Pas vide, pas solitaire, pas l'absence de choses, mais la présence de quelque chose qui prenait encore forme. Quelque chose de lent, de réel et de plus difficile à briser que tout ce que Silas Bell avait encore essayé d'atteindre. Dehors, le ruisseau murmurait sur ses pierres. La roue à aube tournait. L'herbe sèche gardait la chaleur du jour près du sol et la renvoyait lentement vers les étoiles. Et à l'intérieur de la maison, pour la deuxième fois depuis son arrivée, Sadie Bell ne vérifia pas la fenêtre avant de fermer les yeux. L'audience foncière était fixée à un mardi, et le lundi précédent, Silas Bell fit son dernier coup. Il ne vint pas sous la forme d'un homme à cheval. Il ne vint pas sous la forme d'une lettre, d'une menace ou d'un pisteur à gages chevauchant lentement le long de la clôture. Il vint sous la forme d'une femme, une petite femme pincée dans une robe grise, qui arriva au portail dans une calèche de location et demanda Sadie Bell par son nom. Sadie était dans la cuisine quand Wade entra et le lui dit. Elle posa ce qu'elle tenait. Son visage fit exactement ce qu'il faisait toujours quand elle décidait comment porter quelque chose de difficile. Il devint très immobile, très composé, et ses yeux se tournèrent une fois vers Noah dans son lit tiroir avant qu'elle ne se redresse et ne dise « Qui est-ce » Elle dit s'appeler Dora Finch, dit Wade. Elle dit qu'elle est la sœur de votre mère. Le visage de Sadie changea. Pas de façon spectaculaire. Elle était trop entraînée pour ça. Mais quelque chose derrière ses yeux bougea. Quelque chose de vieux et de compliqué. « Tante Dora, » dit-elle doucement. « Vous la connaissez? » « Je ne l'ai pas vue depuis que j'ai 15 ans. » Elle regarda la fenêtre. « Silas l'a trouvée. Il l'a envoyée. »« C'est ce que je pense, » dit Wade. « Il a toujours su que je l'aimais. » Sa mâchoire se serra.
Il garde les gens que vous aimez et il les utilise comme des outils. Vous n'étiez pas obligé de la voir, dit Wade. Elle se dirigeait déjà vers la porte. Si je le dois, dit-elle, parce que si je ne le fais pas, elle retournera dire à Silas que j'avais peur. Et j'ai fini d'avoir peur. Elle sortit elle-même au portail. Wade suivit à une distance où elle pouvait le voir. Assez près pour compter, assez loin pour que ce soit son affaire. Dora Finch était petite, ridée par le temps, et avait l'expression coupable particulière de quelqu'un qui avait accepté de faire quelque chose qu'il savait déjà être mal. Elle regarda Sadie, et quelque chose sur son visage devint doux et peiné. « Sadie, ma chérie, combien vous a-t-il payé? » dit Sadie. Pas cruellement, juste directement. Dora tressaillit. Il ne l'a pas fait. Il a juste dit que tu étais confuse, que tu avais pris le bébé et que tu avais fui et qu'il était inquiet. Tante Dora. La voix de Sadie était calme. Regardez ma mâchoire. La femme plus âgée regarda. L'échymose s'était estompée jusqu'à son dernier jaune-vert pâle, mais elle était toujours là si on savait comment regarder. Et Dora Finch regarda, et son visage s'effondra. « Il m'a dit que tu étais tombé, murmura-t-elle. « Je suis tombé contre un mur, dit Sadie, après qu'il m'ait frappé. » Elle soutint le regard de sa tante. « Il a tenu Noah au-dessus d'un puits, tante Dora. Mon fils, son propre enfant. Il l'a tenu au-dessus d'un puits et m'a dit de ne pas crier. » Dora mit sa main sur sa bouche. « Vous a-t-il raconté cette partie? » dit Sadie. La vieille femme secoua la tête. Des larmes vinrent de vrai, du genre qui ne peuvent être jouées. « Non, murmura-t-elle, il ne m'a pas dit ça. Je m'en doutais. » Sadie passa la main à travers le portail et prit la main de sa tante. « Je sais que vous m'aimez. Je sais qu'il a utilisé ça. Il est très doué pour trouver ce que les gens aiment et l'utiliser. » Elle serra les doigts de la vieille femme étonnante. « Rentrez chez vous, tante Dora. Dites-lui que ça n'a pas marché. Et si jamais vous voulez me retrouver, de votre propre chef, pas pour lui, je serai ici. » Dora la regarda longuement, puis elle regarda Wade. Elle regarda de nouveau Sadie et dit « Tu es plus forte que la dernière fois que je t'ai vue. » « J'ai dû l'être, dit Sadie. La vieille femme remonta dans la calèche. Avant de prendre les rênes, elle regarda Sadie une dernière fois et dit « Pour ce que ça vaut, ta mère serait fière. » Elle s'éloigna. Sadie resta au portail et regarda la calèche jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Et puis elle resta là un moment de plus, seule à l'intérieur de quelque chose qui n'était pas tout à fait du deuil et pas tout à fait du soulagement. Wade s'approcha d'elle. « Il est à court de coups, dit Sadie. »« Peut-être, dit Wade. » Elle se tourna et le regarda. « Ne faites pas ça. Ne l'adoucissez pas. Est-il à court de coups ou non? » Il soutint son regard. « L'audience foncière de demain réglera la question de la propriété. Hess dit que nous sommes solides. Sans l'angle foncier, il n'a aucun levier légal. Sans levier légal, tout ce qu'il fera ensuite ne sera que simple violation de propriété et agression. Et Pike devra agir. »« Donc, il est à court de coups, dit-elle de nouveau. »« Il est à court de coups propres, dit Wade. » Son menton se leva. « Alors, nous irons à cette audience demain et nous finirons ça. » La salle d'audience de Cutter's Bluff était petite et sentait le vieux bois, la chaleur de l'été et le renfermé particulier des procédures officielles. Franklin Hess était assis à la gauche de Wade, Sadie était assise à sa droite, Noah dans l'écharpe. Martha avait proposé de garder le bébé. Sadie avait dit non. « Je veux qu'il le voie », avait-elle dit ce matin-là, et Hess avait semblé brièvement alarmé, puis avait regardé l'expression de Sadie et n'avait sagement rien dit. Le commissaire aux frontières était un homme méthodique nommé Aldridge, qui semblait n'avoir formé aucune opinion sur quoi que ce soit dans sa vie qu'il n'ait d'abord examiné sous 4 angles. Il exposa la plainte, une revendication achetée sur la bande de terre contestée à l'Est, déposée par l'intermédiaire d'un agent du comté. La partie acheteuse était répertoriée comme un certain R. Carver, ce qui correspondait à l'initiale et au nom de famille du cousin de Silas, et n'était donc même pas une tentative sérieuse de dissimulation. Hess le souligna avec la retenue d'un homme qui trouvait toute l'affaire presque insultante d'évidence. Aldridge l'examina. Il examina l'acte de propriété original de Wade, ses 14 ans de registres fiscaux, sa documentation sur les droits d'eau et le rapport de l'arpenteur de 1871 que Hess avait localisé dans les archives du comté la semaine précédente, pendant que Wade réparait la clôture
et que Sadie était dans le jardin. Il examina la chronologie de la plainte. Il examina le fait que la partie acheteuse avait déposé la plainte 11 jours après que la déclaration sous serment de Sadie eût été enregistrée dans ce même comté. Il posa ses papiers et regarda l'agent de R. Carver, qui était un jeune homme de 2 comtés à l'est, à qui on n'avait clairement pas dit à quel point le dossier était mince avant qu'il ne vienne ici. Cette plainte, dit Aldridge, semble être un instrument juridique utilisé à des fins personnelles. Il regarda le jeune agent. Vous pouvez dire à celui qui vous a envoyé que la revendication de frontière est rejetée et que le dépôt de plainte futile dans ce comté a des conséquences que je l'encouragerais à prendre au sérieux. Le jeune homme partit rapidement. Hess rassembla ses papiers sans expression visible, ce qui était l'équivalent juridique d'une ovation debout. Wade expira. Sadie regarda droit devant elle, Noah pressé contre sa poitrine et sa main à plat sur son dos, comptant les battements de son cœur comme elle le faisait toujours quand elle se tenait. Dehors, sur les marches de la salle d'audience, elle s'arrêta de marcher et se tint là, le visage tourné vers le ciel bleu dur, les yeux fermés, et elle respira. Juste respira. Wade, Hess et Martha, qui étaient devenus bien que non invités parce qu'elle était de Martha, se tenaient autour d'elle en un cercle lâche et la laissaient faire. « C'est fini », dit doucement Martha, pas une question. Une affirmation pour que Sadie l'entende et la garde. « C'est fini », dit Sadie, et elle semblait presque y croire. Wade paya Hess. Martha annonça qu'elle rentrait chez elle pour la première fois depuis ce qui semblait être une semaine, et que quelqu'un ferait mieux de nourrir ses poules. La rue reprit ses affaires estivales ordinaires, charrettes, poussière, voix, le mouvement ordinaire d'un jeudi dans une petite ville de la frontière. Sadie se tenait sur les marches avec Noah et regardait tout cela, et ressemblait à une femme apprenant à exister dans un monde qui, pour ce moment particulier, n'essayait pas de lui prendre quelque chose. Wade vint se tenir à côté d'elle. « Faim, dit-il. Elle le regarda. « Affamé, dit-elle, et cela sortit avec quelque chose qui ressemblait à un rire. Ils mangèrent au comptoir du seul établissement décent de la ville. Côte à côte, Noah entre eux dans une position calée qu'il avait récemment découvert appréciée, et ils mangèrent sans beaucoup parler, parce que le silence entre eux avait changé au cours de ces dernières semaines pour devenir du genre qui n'a pas besoin d'être comblé. Le genre que 2 personnes construisent lentement en étant honnêtes l'une avec l'autre à travers des choses difficiles. Quand ils eurent fini, Sadie regarda le comptoir devant elle et dit « J'ai besoin de vous demander quelque chose. » « Vous commencez toujours les conversations de cette façon, » dit Wade, « parce que j'ai toujours des choses à demander. »« Demander ?» dit-il. Elle se tourna pour le regarder. « Quand tout cela sera réglé, si c'est vraiment réglé, quand ce sera juste un mardi normal et que personne ne viendra, qu'il n'y aura pas de lettres, pas d'audience et rien à combattre, que voulez-vous? » Il la regarda. « Que voulez-vous dire? »« Je veux dire pour vous-même, dit-elle. Pas pour moi. Pas pour Noah. Vous avez passé 1 mois à mener mon combat. Que veut Wade Mercer quand le combat est terminé? » Il y réfléchit. Il réfléchit vraiment. Il pensa au Porsche le matin, au café sur le poêle, à Noah dans l'écharpe et au jardin qui poussait contre toute attente raisonnable. Il pensa au son de ses mouvements dans la maison avant l'aube et à la façon dont cela avait comblé quelque chose en lui qu'il ne savait pas encore vide. « La même chose que j'ai en ce moment, » dit-il, juste sans que quelqu'un essaye de me le prendre. Elle soutint son regard un long moment. « C'est une réponse prudente, dit-elle. C'est une réponse honnête, dit-il. Elle regarda de nouveau le comptoir. Son pouce caressait le petit poing de Noah, d'avant en arrière, automatiquement. « Je vous ai dit que j'avais peur, dit-elle. J'ai toujours peur. Je veux que vous sachiez que ça n'a pas changé. Je sais, mais j'ai moins peur qu'avant. » Elle le regarda de côté. Vous devriez probablement le savoir aussi. Il ne se fit pas confiance pour dire quoi que ce soit d'utile, alors il ne dit rien. Et elle accepta cela de la même manière qu'elle acceptait la plupart des choses qu'il faisait, avec ses yeux et sans commentaire. Ils retournèrent au ranch en fin d'après-midi. La terre était dorée par la fin de journée d'été, le genre de lumière qui fait que tout semble avoir été soigneusement considéré. Noah s'endormit avant qu'ils n'atteignent le passage du ruisseau. Quand ils passèrent le portail et remontèrent le chemin vers la maison, Sadie la regarda. La maison, la grange, le potager, la roue à aube qui tournait.
Et elle la regarda de la manière dont on regarde quelque chose qui a cessé d'être inconnu. Elle a l'air différente, dit-elle. Pareil que toujours, dit Wade. Pas pour moi, dit-elle. Il comprit ce qu'elle voulait dire. Il ne le dit pas, mais il comprit. Ils étaient à la maison depuis 1 heure quand Pepper se mit à aboyer. Wade était dehors avant d'avoir formulé une pensée complète, fusil à la main, parce que c'est ainsi que le dernier mois l'avait entraîné. Son, mouvement, sortie. Il arriva sur le porche, regarda le portail et vit un seul cavalier arriver lentement. Pas Silas, pas Crowley, pas quelqu'un d'engagé et de déterminé. C'était Jeb Crowley, et il était seul, et ses mains étaient visibles et ouvertes. Et quand il arriva au portail, il s'arrêta, regarda Wade et dit « Je ne suis pas ici pour les ennuis. » Wade garda le fusil à niveau. « Alors pourquoi êtes-vous ici? » Crowley plongea la main dans son manteau, lentement, observant les mains de Wade tout le temps, et en sortit d'une enveloppe. Il l'attendit. « Silas m'a demandé de livrer ceci. Il a dit de la donner à la femme, pas à vous. » Il marqua une pause. « Je lui ai dit que je la donnerais à celui qui se tiendrait au portail. » « Qu'est-ce que c'est? » « Je crois que c'est ce que vous appelleriez un abandon formel de revendication, dit Crowley. Son cousin lui a dit que l'audience s'était retournée contre eux. Et son cousin lui a dit, et je répète cela sans commentaire, que la déclaration sous serment contenait des détails sur un puits qui, s'il devenait de notoriété publique, serait mauvais pour leurs 2 carrières. Il regarda Wade avec ses yeux clairs et patients. Silas Bell est un homme qui comprend quand une chose ne vaut pas le coup. Il est passé à autre chose. Wade le fixa. « Pourquoi la livrez-vous personnellement? » Crowley y réfléchit. « Parce que j'ai pisté beaucoup de gens dans ma vie, dit-il. Des femmes, surtout. Des épouses et des filles qui fuyaient en des choses qu'elles avaient tout à fait le droit de fuir. Je fais le travail pour lequel je suis payé. » Il marqua une pause. « Je ne me sens pas toujours propre en le faisant. » Il tendit l'enveloppe un peu plus loin. « Prenez-la ou non, mais elle est authentique. Hess pourra vous dire si le langage est correct. » Wade se dirigea vers le portail. Il prit l'enveloppe. Il regarda Crowley longuement. L'homme qui avait longé sa clôture, qui avait catalogué ses fenêtres, qui avait souri avec une bouche balafrée et livré les menaces de son employeur de la voix mesurée d'un homme vendant des produits secs. « Vous pourriez changer de travail, dit Wade. » Crowley le regarda. Quelque chose bougea brièvement derrière les yeux patients. « Certains hommes peuvent changer de travail, dit-il. Certains hommes sont simplement leur travail. » Il ramassa ses rênes. « Bonne chance à elle, Mercer. » Il partit. Wade resta au portail et le regarda s'éloigner, l'enveloppe à la main, et ressentit la sensation étrange, légèrement irréelle, de voir la dernière pièce d'une longue et laide histoire s'éloigner dans la poussière d'été. Sadie était sur le porche. Elle avait Noah sur la hanche et les yeux sur la route. Elle avait tout vu. Il remonta les marches et tendit l'enveloppe. Elle la prit. Elle l'ouvrit elle-même, ce à quoi il s'attendait. Elle la lut sans expression. Puis elle la relut. Puis elle la serra contre sa poitrine d'une main et pressa son visage dans le cou de Noah et resta là une bonne minute sans bouger. Il s'assit dans le fauteuil du porche et attendit. Quand elle releva la tête, ses yeux étaient secs. Son visage n'était pas composé, pas la composition contrôlée et délibérée de la femme qui avait appris à poncer ses bords tranchants, mais quelque chose de plus brut et de plus honnête que cela. Elle semblait la vif. Elle semblait réelle. « Il a fini, dit-elle. « Il a fini, confirma Wade. Elle regarda la route. « J'attends toujours de ressentir plus, dit-elle. J'ai passé 4 ans à avoir peur de cet homme. J'ai passé 5 semaines à le fuir. Et maintenant, c'est juste une enveloppe. Et je me sens... » Elle s'arrêta. « Je me sens étrange. » « Étrange comment? » « Comme si j'avais tenu une corde si fort pendant si longtemps que maintenant que je l'ai lâchée, je ne sais pas quoi faire de mes mains. » Elle les regarda. Noah attrapa son doigt et le tint. « 4 ans, dit-elle. Je lui ai donné 4 ans. »« Vous ne les avez pas donnés, dit Wade. Il les a pris. » Elle le regarda. Il soutint son regard, stable, et la laissa le repousser si elle en avait besoin, de la manière dont il avait appris qu'elle en avait parfois besoin, pour tester si une chose était solide avant de se tenir dessus. Elle ne le repoussa pas. « Je veux planter le reste du jardin, dit-elle. » Il cligna des yeux. Maintenant. Elle se dirigeait déjà vers les marches. J'ai repoussé la section arrière parce que je ne savais pas si nous serions encore là. Si je serais encore... Elle s'arrêta, se tourna. Je suis toujours là.
Alors, je vais planter le reste du jardin. Il se leva. Je vais chercher les graines. Ils plantèrent jusqu'à ce que la lumière disparaisse. Sadie à genoux, Noah calé contre le poteau de la clôture dans l'air frais du soir. Wade à côté d'elle, tendant les graines, pressant la terre, et ne parlant que pour poser et répondre aux questions pratiques que le jardinage exige. Qu'est-ce qui va ici? À quelle distance? Est-ce que celui-ci a besoin d'eau d'abord? Le langage ordinaire est ancré des choses qui poussent. Quand il fit trop sombre pour voir ce qu'il faisait, Sadie s'assit sur ses talons et regarda la terre retourner. « Ça ne poussera pas avant un moment, dit Wade. « Je sais, dit-elle. Je serai là quand ça poussera. » Il la regarda, la délibération de ses mots. « Je serai là. Pas, j'essaierai. Pas, peut-être. Je serai là. » Sadie, dit-il. Elle se tourna pour le regarder. Il ne planifia pas, c'est ce qu'il dit ensuite. Il ne l'avait pas préparé, ni répété, ni décidé à l'avance que ce soir était le soir. Cela sortit simplement de lui, de la manière dont les choses vraies sortent. Pas proprement, pas avec éloquence, mais honnêtement. « Je ne veux pas que vous restiez parce que vous êtes en sécurité ici, dit-il. Je ne veux pas que vous restiez parce que c'est pratique, ou parce que Noah est installé, ou parce que vous n'avez nulle part de mieux où aller. » Il soutint son regard. « Je veux que vous restiez parce que vous le voulez. Parce que c'est l'endroit que vous choisissez, pas l'endroit où vous avez atterri. » Elle le regarda longuement. L'obscurité estivale les entourait, le ruisseau parlait sur ses pierres, et quelque part un oiseau de nuit travaillait à son petit chant persistant. « Vous savez ce qui est étrange? » dit-elle. « Quoi? » « La première nuit où j'étais ici, quand je me suis allongé dans cette chambre et que j'ai entendu le loquet et senti la porte se verrouiller en ma faveur, j'ai pensé, si je peux juste passer une nuit en sécurité. » Elle regarda ses mains sur ses genoux. Et puis, c'est devenu une semaine, et puis un mois. Et quelque part au milieu de tout ça, j'ai arrêté de penser en nuit et j'ai commencé à penser en matin, en semaine, en jardin. Elle leva les yeux vers lui. J'ai commencé à penser en futur. Il ne bougea pas, il ne parla pas, il la laissa finir. « C'est vous qui avez fait ça, dit-elle. Pas en me sauvant, pas en menant mes combats. Je sais que vous pensez que c'est ce que vous faisiez, mais non. Vous l'avez fait en étant simplement le même chaque matin, en tenant votre parole, en ne demandant pas plus que ce que je pouvais donner et en ne me faisant pas sentir petite pour ce que je ne pouvais pas. » Elle marqua une pause. « Je n'ai jamais eu ça. Je ne savais pas que ça existait. » Il dit très doucement, « Ça existe. » Elle tendit la main et prit la sienne. Pas en l'attrapant. Pas la prise irréfléchie de cette nuit devant le bureau de Hess quand ses jambes avaient failli la lâcher. Elle la prit délibérément, entrelaça ses doigts dans les siens dans l'obscurité estivale et la serra. « Je choisis cet endroit, dit-elle. Je choisis de rester. » Il referma sa main sur la sienne et ne dit rien, parce qu'il n'y avait rien à dire. Ils restèrent assis comme ça, dans la terre du jardin qu'ils venaient de planter, dans l'obscurité chaude, avec Noah dormant contre le poteau de la clôture, le ruisseau coulant et la roue à aube tournant. Et aucun d'eux ne bougea pendant longtemps. 3 semaines plus tard, Martha arriva avec une tarte et l'information que toute la ville savait et avait apparemment décidé d'approuver. Ce qu'elle livra avec la satisfaction vive d'une femme qui avait vu cela venir dès le premier mardi où elle était entrée dans la cuisine de Wade et avait lu la situation en moins d'1 minute. Elle posa la tarte sur la table, se versa du café sans demander et dit à Sadie, « Comment pousse le jardin? » Sadie dit, « Les tomates, 3 d'entre elles. » Martha hocha la tête comme si cela confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. Elle regarda Wade. « Vous avez réparé la clôture arrière la semaine dernière, dit-il. »« Bien, dit-elle. » Elle but de son café. « Vous êtes toutes les deux terribles pour dire les choses à voix haute, mais heureusement, vous êtes compétents pour faire les choses. Et d'après mon expérience, faire les choses compte plus. » Elle posa la tasse. « Je suis contente que ça ait marché. » Du sol, Noah fit un bruit. Un vrai son, plein et ravi. Le son d'un bébé qui a décidé que le monde est surtout intéressant et parfois drôle. Il faisait ce son de plus en plus souvent ces derniers temps. Il le fit maintenant, et tous les 3 le regardèrent, et la pièce changea, de la manière dont les pièces changent quand quelque chose de petit et de vrai s'y produit. Sadie le prit dans ses bras. Il attrapa ses cheveux,
et tira avec la prise joyeuse et indiscriminée d'un enfant de 7 mois. Elle démêla ses doigts un par un, patiente, automatique, riant sous cave. Wade la regarda faire de l'autre côté de la cuisine et sentit la chose dans sa poitrine qui s'était agitée la toute première nuit s'installer enfin dans sa forme propre. Plus quelque chose sans nom, plus quelque chose qu'il refusait de regarder. Quelque chose de solide. Quelque chose avec du poids, de la chaleur et toute la permanence ordinaire d'une maison qui est de nouveau habitée. Il avait enterré Clara sous le peuplier à la lisière est de la propriété. Il y allait encore parfois, tôt le matin, avant que la chaleur n'arrive. Il lui parlait encore parfois, de la manière pratique et abrégée d'un homme parlant à quelqu'un qui le connaît assez bien pour comprendre les raccourcis. Il y alla le matin après que le jardin fut planté. Il se tint au peuplier et dit de cette manière abrégée, « Elle reste. » Le peuplier ne rendit rien d'autre que son craquement lent habituel et le son de ses feuilles dans l'air du matin. C'était assez. Il retourna à la maison. Sadie était dans la cuisine, le café déjà prêt, Noah dans l'écharpe et la porte arrière ouverte pour laisser entrer l'air plus frais du matin. Elle entendit ses bottes et se tourna juste assez pour confirmer que c'était lui, puis se retourna. Et l'aisance de cela, l'aisance absolue, durement gagnée, entièrement non jouée d'une femme se retournant parce qu'elle n'avait pas peur du bruit de ses pas, était la chose la plus complète que Wade Mercer ait ressentie depuis le printemps de 1880. Il se versa du café. Il s'assit à table. Elle posa une assiette devant lui sans demander. Il prit sa fourchette. « Le jardin a besoin d'eau cet après-midi, dit-elle. « Je ferai la rangée est, dit-il. Vous ferez l'ouest. »« Marché conclu, dit-elle. Des mots ordinaires, des mots de mardi, les mots de deux personnes qui avaient construit quelque chose dans les décombres de deuil séparés et d'un danger partagé, et qui maintenant, sans cérémonie ni annonce, vivaient simplement à l'intérieur. Sadie Bell avait traversé l'obscurité de l'été, la chaleur de l'été, 4 jours de terreur pieds nus, une rivière, une lettre, une audience et la longue violence particulière d'un homme qui avait essayé de lui faire croire qu'elle n'était rien. Elle avait tout traversé, et elle ne l'avait pas traversé pour être sauvée par qui que ce soit. Elle l'avait traversé pour trouver l'endroit où elle pouvait enfin arrêter de courir. Non pas parce qu'elle était prise, mais parce qu'elle avait choisi de rester. Et dans un ranch en activité, au cœur dur d'un été de 1882, avec un jardin qui poussait contre toute attente raisonnable, un bébé qui riait au plafond, un homme qui tenait sa parole et une porte qu'elle ne verrouillait plus la nuit, Sadie Bell laissa tomber tous les noms que Silas lui avait jamais donnés, et elle ne garda que le sien.